Tout commence par un plan large sur une colonie humaine au milieu d'une vaste plaine verdoyante, posant ainsi le décor de ce nouveau monde. Pendant ce temps, un petit gobelin saute silencieusement d'une hauteur vertigineuse, dague en main et prêt à passer à l'action. Il atterrit calmement au milieu de plusieurs hommes déjà terrassés, preuve que la situation sur place a été rude. Aussitôt après, près de l'entrée d'une caverne taillée dans la roche, des voix ordonnent à une jeune fille de la boucler, avant qu'il ne décide d'employer la manière forte. Attiré par le vacarme, le petit monstre tourne la tête vers le passage sombre, particulièrement attentif à ce qui se trame à l'intérieur. Il reste un instant dans un silence absolu, semblant analyser la situation avec calme et méthode. Il affiche ensuite une assurance totale, signe qu'il a déjà un plan bien précis pour régler leur compte à ces types. À l'intérieur, une jeune femme nommée Jiang Heian est ligotée à un poteau de bois, visiblement terrifiée et totalement désemparée. L'un des bandits brandit sa pièce d'identité et lit à haute voix son nom ainsi que son adresse à Séoul, trouvant son profil plutôt intéressant. Autour de lui, les hommes de main s'esclaffent en découvrant qu'elle résidait dans un quartier très huppé, visiblement amusée par son ancienne vie. L'un d'eux s'approche, lui demande si elle a fini de paniquer et lui ordonne d'écouter très attentivement ce qu'ils ont à lui dire. Lui agitant le document sous le nez, il dit comprendre son désarroi, elle qui menait une existence ordinaire avant d'être brusquement propulsée dans un monde inconnu. En retrait, un autre bandit ricane, confirmant qu'ils sont bel et bien coincés dans l'un de ces univers d'heroic fantasy remplis d'orques et d'elfes. Le sbire poursuit en expliquant que leur groupe est arrivé plus tôt et s'est bien installé, ajoutant avec ironie que leur rôle consiste à accueillir les nouveaux venus. Pour accentuer la pression, un complice empoigne un autre captif ligoté, affirmant qu'elle aura grand besoin de leur aide et lui demandant si elle veut savoir pourquoi. En tirant sur les cheveux du pauvre bougre sauvagement tabassé, le bandit la prévient que si elle refuse de coopérer, elle finira dans le même état pitoyable que son petit ami. Face à cette scène atroce, Heian pousse un hurlement de terreur incontrôlable, submergée par le désespoir. Le choc est si brutal qu'elle cède sous la panique et finit par s'évanouir sur place, la tête retombant lourdement d'épuisement. Le bandit peste en voyant qu'elle a encore tourné de l'œil, tandis que son acolyte grommelle qu'ils auraient dû y aller beaucoup plus fort dès le départ. Mais un des membres de la bande leur demande d'épargner son joli visage, soulignant qu'ils ont enfin mis la main sur une belle prise. Il insiste sur le fait qu'elle est la nouvelle venue la plus séduisante de ces derniers temps, et qu'il faut l'aménager pour ne pas gâcher une si belle opportunité. Les hommes conviennent donc qu'il vaut mieux la réanimer, hors de question de la traîner inconsciente jusqu'à leur camp principal. Soudain, un individu encapuchonné à l'arrière lâche d'une voix sourde que ce spectacle est tellement répugnant qu'il lui donne la nausée. Les bandits trouvent cette remarque bien étrange, ne comprenant pas pourquoi leur camarade se met subitement à leur parler sur ce ton. Ils interpellent leur gros compagnon par derrière, lui demandant s'il a perdu la tête et exigeant des explications immédiates. Pourtant, le visage de l'homme à la capuche ne laisse paraître qu'un état de choc profond, figé dans un silence inquiétant. L'instant d'après, l'homme s'effondre lourdement sur le sol, révélant qu'il vient de subir une blessure mortelle dans le dos. Les autres sbires sursautent d'effroi face à la chute de leur camarade, hurlant de panique sans comprendre ce qui vient de se passer. Profitant de leur stupeur, une dague fend les airs en tournoyant avec une précision mortelle vers les malfrats. Ils lèvent les yeux, alarmés, tandis que la voix de l'assaillant retentit, soulignant avec sarcasme que ces pourritures ont l'air de bien s'amuser dans leur repère. Le petit gobelin s'avance alors en pleine lumière, leur proposant sur un ton glacial de changer les règles du jeu. Enragé par cette intrusion impromptue, un bandit insulte le petit monstre et lui projette une dague de toutes ses forces. Mais le premier jet du gobelin a déjà fait mouche, touchant un sbire qui hurle de douleur en pestant contre ce coup en traître. Au cœur de ce tumulte, la prisonnière reprend enfin connaissance au moment exact où les bandits vocifèrent d'en finir avec la sale bête. Elle ouvre les yeux avec appréhension et découvre ce chaos sanglant, totalement pétrifié par la brutalité de l'affrontement. Sans perdre une seconde, deux hommes de main foncent droit devant armes dressées, hurlant qu'ils vont écrabouiller le petit monstre sur le champ. Faisant preuve de réflexe hors pair, la petite créature esquive avec agilité et part la première attaque nette avec sa dague. Le bandit enchaîne avec une violente entaille latérale, mais le gobelin esquive le coup sans la moindre difficulté. Agacé de brasser du vent, l'homme lève son épée et s'apprête à asséner une frappe descendante destructrice. Profitant de cette énorme faille dans sa garde, le gobelin riposte en un éclair, maniant sa lame avec une célérité terrifiante. Un éclat rouge fend l'air à l'instant où l'attaque frappe l'adversaire de plein fouet, scellant l'issue du duel. Le coup est si foudroyant que le bandit pousse un râle d'agonie et s'écroule à genoux sur la terre battue, hors d'état de nuire. Sans la moindre hésitation, le petit guerrier l'achève d'un coup net, s'assurant que l'ennemi ne se relèvera plus jamais. En voyant son camarade se faire balayer avec tant d'aisance, le dernier homme debout reste figé d'effroi, baissant sa garde. Jiang Heian ne perd pas une miette du combat, sidéré et incapable d'en croire ses yeux face aux prouesses martiales de son sauveur. Le gobelin se tourne vers le survivant d'un air menaçant, le provoquant en lui demandant s'il ne comptait pas poursuivre la partie. Pris d'une panique viscérale, le bandit mouline son épée dans tous les sens en sommant le monstre vert de ne pas approcher. Il hurle désespérément pour que la créature recule immédiatement, fendant l'air de coups aveugles dans une vaine tentative de conjurer la mort. Mais l'assaillant reste imperturbable face à cette détresse et bondit avec souplesse au-dessus de ses assauts maladroits pour frapper. Cette contre-attaque aérienne percute l'homme si violemment qu'il en crache du sang, réalisant l'ampleur des dégâts subis. Le petit être se réceptionne avec élégance derrière sa cible, pendant que le brigand titube vers l'avant, perdant totalement l'équilibre.
Incapable de tenir debout, l'homme s'effondre lourdement sur le sol poussiéreux surclassé par un tel gouffre d'agilité. Toujours attaché à son poteau, Ayan respire avec peine, terrifié par la rapidité avec laquelle les bandits ont été massacrés un par un. L'homme à terre rampe en arrière en suppliant, arguant qu'il l'a entendu parler la langue humaine pour tenter d'obtenir sa pitié. Prêt à tout pour survivre, il tente de négocier en qualifiant le gobelin de brave type et lui propose même de la nourriture pour calmer le jeu. Faisant la sourde oreille à ses suppliques, le petit monstre brandit sa dague pendant que le bandit hurle, en lui demandant ce qu'il veut en échange. Avec une froideur sans remords, le guerrier abat son arme d'un coup sec, coupant court à toute négociation. Le cadavre du dernier ennemi s'écroule sans vie dans l'obscurité, marquant la fin définitive de cette bande qui terrorisait les nouveaux venus de la région. Un peu las après cette échauffourée, le vainqueur s'assoit tranquillement sur le corps de son adversaire, soupirant que tout cela l'a bien épuisé. Soudain, il tressaille et se retourne, l'air songeur comme s'il venait d'oublier un détail capital. La jeune femme est toujours attachée à son poteau au fond de la grotte, tremblant de tout son corps après avoir vu d'aussi près la puissance brute du petit guerrier. Le guerrier s'avance lentement vers elle en marmonnant qu'il avait presque oublié la présence de la captive. Il s'arrête juste devant elle, instaurant un silence pesant pour cette captive qui ignore totalement le sort qui l'attend. Dévoilant ses crocs dans un rictus moqueur, il remarque avec amusement qu'elle est toujours sagement là à attendre. Peu après, délivrée de ses liens et agenouillée au sol, la jeune femme rassemble son courage et demande timidement la permission de lui parler. Cherchant désespérément une lueur d'espoir après ce choc, elle lui demande tout de go s'il est lui aussi coréen. L'être à la peau verte la dévisage d'un air sarcastique, lui demandant s'il a vraiment une tête d'humain pour qu'elle en tire une telle conclusion. En larmes et bouleversé, Ayan insiste sur le fait qu'il comprend sa langue, a déchiffré ses papiers et reste le seul à l'avoir secouru face à ces criminels. Mais la créature coupe court en essuyant sa lame, lui ordonnant d'arrêter ses bêtises car sauver sa peau n'a jamais fait partie de ses intentions. Désespérée, la main sur le cœur, elle l'implore en pleurant de lui expliquer ce qui se passe, étant totalement perdue en ces lieux. Gardant sa froideur habituelle, il lui rétorque qu'elle aurait dû écouter plus attentivement ce que racontaient les bandits un instant plus tôt. Il lui explique crûment qu'ils menaient tous une vie normale avant d'être catapultés du jour au lendemain dans cet enfer, et que la situation est désastreuse. La jeune femme prend une grande inspiration, répétant cette notion d'autre monde avec un esprit au bord de la rupture, et le supplie de lui donner une explication logique. Le guerrier esquisse un rictus, amusé par sa peine infinie à accepter la cruelle réalité dans laquelle ils sont plongés. Se tournant vers la jeune fille déboussolée, il affirme qu'elle aurait déjà dû ouvrir les yeux sur la vérité, la plongeant dans une confusion encore plus grande. Ayan lui demande ce qu'il veut dire par là et s'il est lui aussi capable de voir une sorte de fenêtre de quête. Ses yeux s'écarquillent, stupéfaits, alors qu'elle commence enfin à relier les indices de cette situation absurde mais bien réelle. Au même instant, un panneau système scintillant surgit devant ses yeux, la poussant à demander, interdite, de quoi il s'agit. Constatant qu'elle peut elle aussi voir l'interface, le guerrier lui conseille de suivre bêtement les quêtes et de s'adapter pour engranger les récompenses. Lui tournant le dos pour s'en aller, il lui lance de marcher droit devant et d'apprendre à lutter seul pour sa survie. Prise de panique, Ayan s'agrippe à sa jambe en sanglotant, le suppliant de lui en dire plus car elle ne comprend toujours rien à ce cauchemar. Irrité par une telle insistance, le petit monstre braque sur elle un regard assassin empreint d'impatience. D'un geste brusque, il l'attrape au collet lui arrachant un cri d'effroi. Pointant sa lame à quelques millimètres de ses yeux, il instaure une tension suffocante pour lui faire comprendre que sa patience a des limites. Il la traite d'ingénue et lui rappelle qu'il est la pire menace des environs, lui demandant ce qu'elle attend de plus de lui. Jurant d'exterminer le moindre humain croisant sa route, il insiste sur le fait qu'il ne lui a laissé la vie sauve que par simple caprice. En larmes, la jeune femme lui demande pourquoi il agit de la sorte, alors qu'il a toute la force nécessaire pour secourir des âmes égarées. Cette question frappe le petit guerrier de plein fouet, le laissant pétrifié et troublé par ce simple pourquoi. La scène bascule alors vers un sombre souvenir sur un champ de bataille noyé sous la pluie, où un homme pleure le destin funeste d'une jeune femme. Le jeune homme hurle son désespoir, serrant contre lui le corps inanimé au cœur de la tempête en quémandant des secours. La jeune femme dans ses bras demeure immobile et couverte de blessures, illustrant le prix tragique et douloureux de cet affrontement. Des bruits de pas lourds résonnent dans les flaques d'eau alors qu'une silhouette en armure s'avance vers le duo déchu. Le jeune homme lève des yeux éperdus d'angoisse et interpelle la guerrière sous le titre de Sainte Épée. Le chevalier s'arrête net devant l'homme brisé, imposant un silence lourd sous le déluge qui s'abat sur eux. Il s'agit de Ayuri, la meneuse du groupe, qui les contemple désormais avec un détachement glacial. Le cœur déchiré, il lui rappelle qu'elle avait promis de les aider tous à survivre dans cet univers hostile. Submergé par la rancœur, le jeune homme hurle en exigeant de savoir pourquoi elle n'a pas levé le petit doigt alors qu'elle avait toute la puissance pour les sauver. Brandissant son arme, Ayuri rétorque froidement que la mission est accomplie, qualifiant cette mort de noble sacrifice. Dans la foulée, elle décrète qu'il sera exécuté comme un traître pour s'en être pris aux alliés de leur propre faction. Indigné, l'homme crache que ses soldats ont abattu la jeune femme tout en sachant qu'elle portait la vie et qu'il n'a fait que s'opposer à leur lâcheté. Mais avant d'achever sa tirade, il est fauché par une frappe éclair et impitoyable de la commandante. Elle ordonne simplement au prétendu traître de se taire, dénué de la moindre compassion pour le malheur de ce jeune homme à terre. Étalé dans la boue, il ressasse ses mots avec amertume, n'arrivant pas à croire que toute cette infamie soit réduite à un noble sacrifice et à un acte de trahison.
La douleur de ses plaies se mêle à la rage de voir que toute leur aventure n'était qu'un vaste mensonge égoïste. Ivre de haine, le guerrier agonisant maudit ces ordures d'humains et jure de leur vouer une rancune éternelle jusqu'à son dernier souffle. Ne rêvant que de les massacrer de ses propres mains, le jeune homme se promet de payer n'importe quel prix pour assouvir sa vengeance. De retour dans le présent, le petit monstre fixe la fille apeurée après s'être remémoré ce passé douloureux. Relâchant les vêtements de Jiang Yian, le guerrier accepte de lui révéler pourquoi il lui témoigne une telle hostilité. Il fulmine qu'il hait et méprise l'humanité de tout son être, fier de ne plus faire partie de cette race de vermine. D'un regard incandescent, il affirme qu'il n'est plus désormais qu'un membre à part entière de la tribu des peaux vertes. Le souvenir amer de la Sainte Épée justifiant ses actes au nom de la mission et du sacrifice revient hanter son esprit. Cette sentence injuste pour trahison résonne sans fin en lui comme un traumatisme indélébile. Toute l'agonie d'avoir vu la femme qu'il aimait périr sous les coups de ses propres camarades le submerge à nouveau. Il revit l'instant précis où il a été lâchement abattu par la guerrière qui était censée les protéger. Ses souvenirs le montrent sombrant peu à peu dans le néant, perdant connaissance après cette frappe fatale. Ses paroles hypocrites sur le devoir martelaient son crâne tandis que son souffle s'éteignait. Une haine viscérale envers l'hypocrisie de ses pairs nourrissait son vœu de tous les maudire dans son dernier râle. Le regret cuisant de ne pas avoir pu châtier ces traîtres envahissait ses ultimes pensées. Puis les ténèbres laissent place à de petites bulles s'élevant doucement dans un bassin au reflet mystérieux. Crevant la surface de l'eau, il s'éveille dans une enveloppe charnelle inédite et pousse un rugissement féroce au milieu d'un lac battu par la pluie. Émergeant des flots tout essoufflés, le ressuscité contemple ses mains verdâtres sans s'expliquer comment il peut être encore en vie. Son premier réflexe est de chercher éperdument sa bien-aimée, hurlant son prénom dans la nuit noire. Complètement désorienté par cette métamorphose, il se dresse dans l'eau en tentant de comprendre où il a atterri. Un vaste cercle magique luminescent brille sous ses pieds à travers l'eau, signe tangible de son invocation récente. Excédé par cette situation absurde et sans réponse, il laisse échapper un juron entre ses dents. Fixant ses nouvelles griffes, il se demande bien quel sortilège a pu lui donner une telle allure. Une silhouette mystique encornée surgit alors de l'obscurité, s'exprimant dans une langue étrange pour lui annoncer que son sang humain a péri. Le nouveau-né contemple avec stupeur le vieux chaman, apparu comme par enchantement devant lui. L'entité se présente sous le nom de Morgzul, le chaman des guerriers, arborant un masque de crâne des plus intimidants. Posant sa main sur le front du jeune homme confus, l'ancien décide de lui attribuer un nom officiel pour le baptiser au sein de la tribu. Prononçant des formules sacrées ancestrales, il révèle enfin le nom que portera désormais la nouvelle recrue. Il le nomme Gorals, scellant à jamais le destin de celui qui fut jadis trahi par les siens. Goral répète ce nom à mi-voix, acceptant son nouveau rôle de grand réceptacle pour son peuple d'adoption. Le temps passe, témoignant des ravages causés par ce combattant qui terrasse ses ennemis en visant leurs points faibles avec une précision diabolique. Témoin de ses prouesses sanglantes, un allié de la tribu loue sa férocité sans égale face aux humains. Dans le camp dévasté, la petite guerrière Mive ordonne au reste de la troupe de monter la garde dehors. Toute guillerette, elle annonce qu'elle pénètre dans la caverne pour vérifier comment son compagnon s'occupe de la prisonnière. Revenant au moment présent, Gorals perçoit les pas de ses camarades et comprend qu'il doit agir sans attendre. Lui tournant le dos, il ordonne à Ian de déguerpir immédiatement avant qu'il ne regrette de lui avoir laissé la vie sauve. Mais la jeune femme tente de le retenir, le suppliant de la garder auprès de lui et jurant d'obéir au moindre de ses ordres. N'en croyant pas ses oreilles, il lui demande si elle compte vraiment s'associer à une bête qui vient d'égorger plusieurs hommes sous ses yeux. En larmes, la jeune fille rétorque qu'il n'est pas un monstre, car des humains ordinaires lui vouaient le pire alors que lui l'a sauvé. Prostrée au sol, elle lui demande à qui d'autre accorder sa confiance, affirmant que le guerrier vert est son seul et unique recours. Lui assénant une chiquenaude sur le front, le petit monstre la réprimande en la traitant de sainte nitouche naïve. Il lui explique que c'est précisément en accordant sa confiance à l'aveugle qu'elle s'attire de si graves ennuis. D'un ton glacial, il lui martèle qu'en ce bas monde, il n'y a absolument rien ni personne sur qui compter. Pour lui donner une chance, il lui indique qu'il existe plusieurs camps de réfugiés disséminés dans la région. Là-bas, elle pourra sans doute trouver des gens bien plus recommandables que lui pour s'abriter. Tendant le bras, il offre une petite dague à la jeune femme sans défense, afin qu'elle puisse assurer sa propre protection. Gorals la prévient d'un ton sombre qu'un jour viendra où elle devra payer le prix fort pour survivre, et qu'il vaut mieux s'y préparer. En lui confiant l'arme, il lui recommande de la garder bien dissimulée et de s'en servir à bon escient si une telle mésaventure devait se reproduire. Il lui glisse qu'une simple entaille sur de la chair à vif peut lui donner l'avantage nécessaire pour s'en sortir. Tournant les talons, il conclut la discussion en la menaçant de s'occuper de son cas personnellement, si jamais elle osait lui réadresser la parole. Malgré sa terreur et ses larmes, la jeune femme trouve le courage de s'excuser, demandant simplement à connaître le nom de son sauveur avant de partir. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, il l'entend lui demander s'il ne s'appellerait pas Kim Tae-seong, ce qu'il réfute aussitôt. Faisant volte-face avec une assurance royale, il se présente fièrement sous le nom de Goral, le grand réceptacle du clan. Sans traîner, le petit monstre passe à autre chose et commence à forcer un coffre en bois posé non loin de là. C'est alors que surgit Mive, la petite archère, lui demandant s'il a réellement laissé filer cette humaine alors qu'il avait juré d'exterminer toute leur race. Goral se contente de la regarder sans sourciller, observant le reste de ses compères regagner la caverne. Vexé par la tournure des événements, Mive bougonne en voyant que la fuyarde est partie avec la dague du guerrier, râlant que même elle n'en a pas encore reçu.
Accroupi devant le coffre, il lui explique posément qu'éliminer une humaine aussi faible ne lui rapporterait aucun point d'expérience et ne lui attirerait que des ennuis. Séduite par ce raisonnement, Mive s'empourpre d'admiration, ravie que son bien-aimé ne daigne affronter que des guerriers d'élite, tandis que lui ignore totalement depuis quand il est devenu son promis. Tout excité, l'archer s'approche pour savoir s'il fait référence à cette formidable sainte épée d'autrefois, se demandant à quel point cette femme doit être forte pour qu'il veuille tant se mesurer à elle. L'ambiance se glace instantanément et le guerrier se redresse, le corps raide, précisant que la force brute n'est pas la raison pour laquelle il la traque. D'un regard chargé d'une haine viscérale, il affirme que son unique dessein est d'anéantir ceux qui lui ont tout arraché. Devant une réponse aussi sombre et pesante, Mive fait un pas en arrière et se mure un instant dans le silence. Le souvenir de son ancienne vie, noyé de larmes sous l'orage, refait surface, lui rappelant qu'ils ont brisé l'unique raison qu'il avait de vivre et de protéger les siens. Se désignant d'un geste plein de rage, il ajoute que par-dessus le marché, ses pourritures l'ont lâchement exécuté autrefois. Il continue de fouiller les lieux en déclarant qu'il ignore pourquoi il s'est réincarné sous cette forme, mais que plus rien désormais ne l'empêchera d'agir. Effrayé par la démence de son meneur, Mive perd l'équilibre et tombe à la renverse, tandis qu'il rugit qu'il a fait le serment d'exterminer ces traîtres à n'importe quel prix. La petite archère se recroqueville au sol, écrasée par la puissance meurtrière de l'aura qui submerge la caverne. Une rage incontrôlable défigure les traits de Goral, qui jure de leur faire payer au centuple chaque supplice enduré. Toute cette fureur embrase son regard d'un rouge écarlate, entièrement tendu vers son impitoyable soif de vengeance. L'effroi est tel que des larmes montent aux yeux de sa compagne, qui ne l'a jamais vu dans un tel état. Frappant le sol du pied avec fureur, il hurle qu'il leur rendra la monnaie de leurs pièces, arrachant un cri de terreur à Mive sous la violence de l'impact. Témoin de son effroi, sa colère s'éteint net et il recule d'un pas, appelant sa comparse d'une voix adoucie par l'inquiétude. Toute tremblante au sol, Mive confie qu'elle est morte de peur quand il entre dans de telles colères, ce qui le pousse à s'excuser en lui garantissant qu'elle n'est pas visée. Voulant faire diversion, le guerrier lui demande d'appeler la troupe pour rassembler toutes les offrandes destinées au chaman, une mission qu'elle accepte aussitôt avec ferveur. Retrouvant tout son entrain, la jeune gobelinoïde sort de la grotte en trombe, sommant les autres membres de la tribu d'entrer et de se mettre au travail. Un peu plus tard, Goral se poste au sommet d'une falaise rocheuse, dominant majestueusement les environs. La brise fouette son visage tandis qu'il contemple l'immense canopée verdoyante qui s'étend à perte de vue sous un ciel limpide. Silencieux, il baisse les yeux d'un air songeur, méditant sur les récents événements. Bien loin de là, la rescapée humaine court à perdre haleine à travers les fourrés, serrant contre elle l'arme qu'elle a reçue pour tenter de préserver sa vie. Sur sa falaise, un écran système bleuté apparaît soudainement devant le guerrier vert. L'interface indique une quête de chasse où il a déjà éliminé 29 humains, ne manquant plus que d'une seule victime pour faire évoluer sa classe, ce qui le laisse pantois. Jaugeant sa condition physique, il constate que ses mouvements sont déjà devenus bien plus vifs et puissants, et que le combat sera un jeu d'enfant dès qu'il aura franchi ce palier. Ses réflexions sont interrompues par la voix enjouée de Mive qui s'approche dans son dos. Elle lui annonce que le groupe a pillé tout ce qui avait de la valeur dans la caverne et s'enquiert de la prochaine étape. Elle ajoute que plusieurs ennemis ont réussi à s'enfuir lors de la dernière embuscade et qu'ils reviendront sans aucun doute avec du renfort. Un sourire assuré aux lèvres, le meneur la dépasse en direction du campement, lui promettant qu'ils feront de cet endroit le tombeau des envahisseurs. L'astre solaire resplendit au zénith, marquant l'écoulement des heures pendant que la tribu se prépare activement au choc inévitable. Aux abords de la caverne, des bruits de martèlement et de lourdes charges, traînées au sol résonnent sans discontinuer. Les gobelins s'activent sans relâche, poussant des caisses et dressant des barricades défensives pour fortifier l'entrée. Essuyant la sueur sur son front après tant d'efforts, Mive sourit, fière de l'avancée des fortifications. Courant dans tous les sens, elle finit par trébucher et s'excuse auprès du chef, qui lui rappelle de faire attention pour ne pas se blesser bêtement. Au même instant, deux autres compagnons s'approchent lourdement chargés, interpellant leur supérieur d'un ton pressant. Fou de joie, l'un des ouvriers lui annonce que tout a été exécuté à la lettre selon ses directives. Au fond du couloir obscur se dresse une imposante herse de pieux serrés, prouvant que les pièges ont été placés avec une redoutable minutie. Gardant son calme, Goral salue les efforts de chacun mais tente de leur rappeler qu'il n'est pas leur chef, ce que ces hommes balaient, aussitôt d'un revers de main. Empli d'admiration, le petit être lui affirme qu'il l'a vu massacrer les humains et qu'il le reconnaît pleinement comme le chef légitime de la meute. Se tournant vers la troupe avec fougue, il demande à la cantonade si tout le monde n'est pas unanime sur ce choix. Aussitôt, la troupe entière lève les bras au ciel en poussant des vivas, clamant d'une seule voix qu'il est leur nouveau maître. Profitant de l'ambiance, Mive s'agrippe à son bras avec un sourire malicieux, renchérissant qu'elle le reconnaît elle aussi mais comme son époux. Leur joie est interrompue net par l'arrivée d'une sentinelle en panique, hurlant que les assaillants approchent à grands pas par le sentier. Dégainant son arme avec un regard perçant, le nouveau meneur décrète que l'heure a sonné et ordonne à tous d'aller s'embusquer le plus loin possible. Se tournant vers sa complice restée à ses côtés, il lui demande d'un ton badin si elle est prête à l'aider à recevoir dignement leurs invités. Tendant la corde de son arc avec assurance, Mive lui promet de décocher jusqu'à sa dernière flèche pour son bien-aimé. Satisfait de sa réponse, Goral s'arbore un rictus carnassier et lance qu'il est temps d'ouvrir les festivités. Au loin, le bataillon d'envahisseurs progresse en rang serré, jusqu'à ce qu'un éclaireur appelle le chef pour lui montrer une mare de sang au sol, preuve irréfutable d'un carnage récent.
Le colosse blond à la tête de l'escouade contemple le désastre avec fureur, n'arrivant pas à croire qu'un simple avorton vert ait pu provoquer un tel massacre. À bout de nerfs, il empoigne son sous-fifre par le callback en lui demandant s'il se fout de lui, tandis que le sbire guin qu'il faut l'avoir vu de ses yeux pour y croire. Tremblant de terreur, l'éclaireur bredouille que le petit monstre est devenu complètement fou et a massacré tout le monde à lui seul. Dépourvu de la moindre patience, le géant projette violemment son homme à terre en le traitant d'incapable bon à rien. Le choc contre la poussière soulève un nuage de terre tandis que l'homme rampe, impuissant face à la force colossale de son supérieur. Ignorant le larbin au sol, le commandant ordonne à son bras droit de mener la troupe et de lui ramener la bête vivante, désireux de vérifier par lui-même la véracité de cette fable grotesque. L'ordre étant tombé, le capitaine s'élance avec son escouade vers l'entrée de la grotte, répétant à tous que la cible doit être capturée vivante. Mais à peine lève-t-il le bras pour sonner la charge qu'un trait fulgurant fend l'air et se fiche en plein dans son crâne, lui coupant net la parole. Le meneur d'escouade s'écroule raide mort sous les regards médusés de ses hommes, signant ainsi la première riposte surprise des défenseurs. Voyant son second s'effondrer, le colosse écarquille les yeux, incapable de concevoir d'où a pu surgir un coup aussi fatal. Aussitôt, un soldat pointe désespérément la corniche au-dessus de l'entrée, prévenant son chef que le tir provenait précisément de là-haut. Tapie dans l'ombre à un emplacement stratégique, la petite archère arme déjà une nouvelle flèche, prête à poursuivre son pilonnage. Faisant mouche à nouveau, elle décoche un trait qui transperce violemment la poitrine d'un autre assaillant imprudent au cœur de la mêlée. L'homme pousse un hurlement de douleur en s'écroulant sur le sentier, semant la panique et la confusion au sein d'une troupe incapable de riposter. Affichant un sourire narquois, Miv savoure la pagaille qu'elle vient de semer, trouvant hilarante l'extrême fragilité de ces maudits humains. Ayant accompli sa mission à la perfection, elle tourne les talons et détale prestement pour se réfugier dans l'obscurité du souterrain. Ivre de rage face à ces pertes soudaines, le chef blond tempête contre ses hommes pétrifiés, exigeant qu'ils envahissent la caverne et lui ramènent le monstre vivant sans délai. Obéissant aux ordres du colosse, la meute de brigands fonce, tête baissée, brandissant ses armes et poussant des cris de guerre en s'engouffrant dans le repère. S'enfuyant par le boyau rocheux, la petite archère court aussi vite que possible tout en surveillant ses arrières. Pour creuser l'écart, elle franchit les décombres d'un bond gracieux et agile, faisant preuve d'une formidable légèreté. La jeune peau verte retombe souplement sur ses pieds et poursuit son sprint vers le cœur de la galerie sans ralentir la cadence. Sur ses talons, les soudards la traquent sans répit, hurlant de la rattraper et traitant ces créatures de vermine à écraser. La troupe humaine s'enfonce toujours plus profondément dans les ténèbres de la roche, tombant les yeux fermés dans le piège tendu. Parvenu au centre du dispositif, Miv rejoint son chef à bout de souffle pour l'avertir que l'ennemi a franchi le seuil. Ravi que l'appât ait fonctionné, Gorals félicite sa partenaire pour son travail et lui ordonne de filer par la sortie dérobée sans attendre. Pendant ce temps, la cohorte d'assaillants s'engouffre aveuglément dans les boyaux étroits de la roche. Marchant derrière ses troupes, le chef blond fulmine à voix basse qu'il est profondément humiliant de se faire berner par un simple gobelin. Excédé par cet affront, il pourfend l'air de sa lame en maudissant cette honte, pendant que ses hommes s'élancent en avant. À cet instant précis, une mèche dissimulée au ras du sol s'enflamme vivement, crépitant d'étincelles dans la pénombre. Apercevant cette lueur suspecte à ses pieds, le géant tourne la tête, complètement perplexe. Découvrant une barricade de fortune, il demande avec mépris si ce misérable croyait sérieusement pouvoir l'arrêter avec un tel tas de bois. Jaugeant l'obstacle avec arrogance, le commandant concède que le petit monstre ne manque pas de ressources et semble bien plus rusé que ses propres hommes. Mais en y regardant de plus près, le colosse écarquille les yeux en découvrant un détail terrifiant. Il remarque une quantité impressionnante de poudre noire disséminée entre les roches entourant la barricade. En lisant l'inscription sur la caisse brisée au sol, l'homme comprend avec effroi qu'il s'agit de poudre explosive. Inconscient du péril, inspire son chef en montrant le fond du couloir, lui demandant de venir voir. Saisi d'une terreur absolue, le géant hurle de tous ses poumons pour ordonner à toute la troupe de faire demi-tour sur le champ. Le soldat se retourne d'un air hébété, n'ayant même pas le temps de comprendre la raison d'une telle panique. En une fraction de seconde, une déflagration titanesque embrase la galerie, dévorant le sous-fifre dans une monstrueuse gerbe de flammes. L'onde de choc fauche le chef de plein fouet l'instant suivant, balayant tout sur son passage avec une puissance dévastatrice. Des flammes incandescentes jaillissent hors de l'entrée de la caverne, transformant l'ancien repère en une fournaise infernale. Le souffle du blast propulse l'un des rares survivants à travers les airs, projeté au loin dans un hurlement d'agonie. Échoué dans l'herbe à l'extérieur, l'homme suffoque dans la fumée épaisse et maudit le petit monstre avec une haine farouche. Un plan large révèle l'effondrement total du flanc de montagne, confirmant que le piège a fonctionné au-delà de toute espérance. Observant le spectacle depuis un promontoire sûr, Miv reste bouche bée devant l'ampleur titanesque de l'explosion. Se tournant vers son chef, la jeune archère remarque une anomalie et lui demande avec inquiétude s'il se sent bien. Le guerrier à la peau verte se retrouve enveloppé d'un halo magique bleu éclatant, laissant sa compagne stupéfaite. Une énergie mystique parcourt vigoureusement le corps de Gorals, marquant son passage officiel à la classe de guerrier après la validation de sa quête d'extermination. Alors que la lueur s'estompe, il dévoile sa nouvelle stature désormais bien plus élancée, dotée d'une musculature puissante et d'une prestance redoutable. Poussant un long soupir après cette métamorphose, le nouveau guerrier dévoile des crocs acérés tout en apprivoisant cette force inédite. Dans un sourire plein d'assurance, il savoure ses sensations nouvelles, comprenant enfin ce que signifie réellement monter en puissance.
Tout près de là, le brigand blessé et expulsé par le souffle est traîné sans ménagement par le pied, hurlant de douleur contre la pierraille. Jeté dans la poussière, le bougre peste contre la stupidité de ses défunts camarades, se rappelant qu'il les avait pourtant prévenus que ce n'était pas un monstre ordinaire. Entendant des bruits de pas pesants fouler la rocaille, le captif tourne la tête avec effroi pour voir qui s'avance. Émergeant du nuage de fumée, le nouveau meneur des peaux vertes toise l'humain avec mépris et se moque de sa résistance digne d'un cafard. Resserrant sa poigne sur sa dague, l'imposant guerrier s'apprête à cuisiner sa dernière prise. Sans pitié, il porte une entaille nette au captif au sol, lui arrachant un cri d'agonie strident. Plaquant sa lame contre la joue de l'homme terrifié, Gorals fait monter la tension d'un cran pour briser ses dernières réticences. Esquissant un rictus menaçant, il l'avertit que s'il tient à la vie, il a tout intérêt à répondre à ses questions avec la plus grande franchise. Appuyant sa menace, le guerrier lui promet que le moindre mensonge fera de lui le festin de la tribu dès ce soir. Le récit se déplace alors vers une imposante tour de guet en bois dressée au milieu de la plaine, délimitant le camp de survie des invoqués. Observant cette vaste colonie humaine fortifiée de palissades, Gorals constate que l'endroit n'a pas pris une raille dans l'espace de 10 ans. Notant l'air absorbé de son chef, Miv lui demande si quelque chose cloche, mais il la rassure en disant que cela rendra les choses bien plus simples. Progressant dans les fourrés avec le reste de la troupe, le guerrier déclare qu'ils doivent d'abord rentrer faire leur rapport au chaman. Pleine d'enthousiasme, la petite archère approuve, impatiente de réarmer leurs compagnons pour lancer un assaut en force. Soudain, le prisonnier ligoté brise le silence et supplie le meneur de le relâcher comme convenu. Esquissant un sourire crispé, l'humain tente de négocier, arguant qu'il a déjà pointé le camp sur la carte et rempli sa part du contrat. Le fixant d'un œil glacial, Gorals consent à lui laisser la vie sauve, affirmant qu'une promesse reste une promesse. Le visage du brigand s'illumine aussitôt de soulagement, lui demandant d'un air incrédule s'il parle bien sérieusement. Se croyant tiré d'affaire, le lâche fend les rangs en ordonnant aux peaux vertes de s'écarter, puisque leur chef lui accorde la liberté. Tournant le dos au clan, il ricane entre ses dents, traitant ces créatures de pauvres monstres misérables. Mais aussitôt, l'un des guerriers gobelins bondit dans son dos, brandissant son poignard avec un rictus sadique. Sans perdre un instant, le monstre lui assène un coup mortel entre les omoplates. Le bandit pousse un cri d'agonie assourdissant en sentant la lame transpercer sa chair par surprise. Privé de ses forces en une seconde, il s'étale face contre terre dans l'herbe, cherchant vainement à se retenir. Profitant de l'aubaine, le reste de la meute se rue sur le captif au sol pour le lyncher sans pitié, achevant définitivement l'humain. Consultant calmement la carte, Gorals savoure l'ironie du sort, rappelant qu'il avait promis d'épargner sa vie, mais qu'il ne pouvait en aucun cas répondre des envies de ses subordonnés. Le cadavre du couard reste abandonné dans une mare de boue, payant le prix ultime pour avoir osé fouler les terres d'autrui. De retour au bastion, le vieux chaman Morkzul demande au nouveau guerrier s'il compte réellement réclamer des armes et des troupes pour assiéger une garnison humaine. S'agenouillant avec déférence, Gorals s'expose qu'il a déjà cartographié l'emplacement exact, l'étendue du camp et le relief alentour. Avec une détermination sans faille, il affirme que la tribu a toutes les chances de l'emporter, en lançant une offensive surprise dès maintenant. Trônant au fond de sa caverne obscure, l'ancien demeure pensif, pesant l'audace du plan de son jeune subordonné. Soudain, une voix caverneuse retentit dans la salle, sommant le maître de rejeter catégoriquement cette requête insensée. Coupé en plein exposé, le guerrier jette un regard par-dessus son épaule, manifestement contrarié par cette interruption. L'opposant n'est autre que Goff, un imposant hobgobelin qui demande d'un ton revêche s'il ne ferait pas mieux de préparer l'appel du grand chef. Le molosse explique que l'expédition sera longue et périlleuse, et que la tribu doit impérativement amasser des vivres sans délai. Se caressant le menton d'un air songeur, l'ancien admet que l'échéance approche, mais précise qu'il n'a aucun motif valable pour refuser la requête de la jeune recrue. Furieux, Goff pointe un doigt accusateur sur le novice en le traitant d'amateur et martèle qu'ils ne peuvent pas gaspiller de précieuses ressources pour lui. Impassible, Goral se redresse en faisant craquer sa nuque et suggère avec ironie au colosse de l'accompagner pour économiser ses fameuses ressources. Affichant un sourire provocateur, il ajoute qu'il lui faudra simplement un minimum de cran pour relever le défi. Hors de lui face à cette insolence, Goff serre les dents et rugit, demandant si le novice cherche à tester sa valeur au combat. Les yeux injectés d'une fureur menaçante, Goral s'avance d'un pas en lui promettant de lui montrer ce dont il est réellement capable. Rompant la tension étouffante de la dispute, la petite Mive fait irruption en courant, affolée, cherchant son grand-père et son bien-aimé chef. Ignorant l'archère, le colosse défie le guerrier du regard et lui propose carrément de régler ce différend lors d'un duel d'honneur. Cette proposition soudaine laisse Mive sans voix et pétrifié d'angoisse, mais Gorals ne cille pas et accepte le défi sur l'heure, exigeant que le vaincu se plie au moindre souhait du vainqueur. Cette exigence insensée plonge la jeune fille dans une panique totale, persuadée qu'ils ont tous les deux perdu la raison. Jaugeant la situation d'un œil posé, le vieux Morkzul approuve officiellement le duel opposant les deux champions, balayant les jérémiades de sa petite fille. Peu après, la scène s'ouvre sur une immense arène de terre battue où les deux adversaires ont déjà pris position. Dans les gradins, la foule des peaux vertes entre en délire et se met à scander le nom du colosse à l'unisson. La ferveur unanime du clan désigne sans ambiguïté l'immense favori de cette confrontation. Au cœur du public, un compagnon demande à la petite archère pourquoi elle n'a pas dissuadé le novice d'engager un combat aussi périlleux. Morte d'inquiétude, elle réplique que tout s'est déroulé trop vite et que son champion a accepté le défi avant qu'elle ne puisse réagir. Présidant l'affrontement, le chaman énonce les règles sacrées, décrétant un combat à main nue sans magie jusqu'à la reddition de l'un des duellistes.
À ces mots, son acolyte s'alarme, rappelant le tempérament sanguinaire du champion et craignant que Gorals ne sorte pas vivant de la fosse. Sans plus attendre, l'ancien donne de la voix et proclame officiellement l'ouverture du duel. Le géant pousse un hurlement assourdissant en déchaînant toute sa sauvagerie, tandis que le nouveau guerrier vert l'invite d'un simple geste à en découdre. S'avançant à pas de géant, la brute raille son rival, affirmant qu'une misérable évolution de classe ne suffira pas à faire de lui un guerrier. Écartant ses bras massifs, il lui promet de lui briser chaque os du corps sans la moindre pitié. Mettant à profit la lenteur de l'assaut, Gorals esquive la charge frontale d'un mouvement d'une remarquable fluidité. Ne lui laissant aucun répit, il riposte à la vitesse de l'éclair et loge un coup puissant en plein dans le thorax du géant. La violence du choc est telle que le colosse dérape sur les genoux dans la poussière, estomaqué par une telle force d'impact. Maintenant la pression, le guerrier enchaîne avec un coup de pied dévastateur avant même que son adversaire ne puisse reprendre ses esprits. La puissance de la frappe projette le titan dans les airs, qui s'écrase lourdement sur le sol de l'arène. Voir leur grand favori balayé avec tant de facilité plonge les tribunes dans une stupeur et un silence de mort. Malgré la sévérité de ses blessures, le titan halète et refuse d'abandonner le combat si facilement. La ténacité du combattant réveille la foule, qui se remet à hurler son nom à plein poumon pour le galvaniser. Toisant son rival avec une pointe de déception, le guerrier vert lui demande d'un ton moqueur s'il refuse toujours de capituler. Piqué au vif, Goff se jette en avant dans un ultime sursaut et enserre son adversaire dans une prise étouffante. Il déploie toute son énergie brute dans l'espoir de broyer le corps de son rival sur le champ. Pourtant, Goral s'écarte simplement les bras et brise l'étreinte du géant avec une aisance déconcertante. À bout de force et mesurant l'abîme qui sépare leur puissance, le hobgoblin s'effondre, acceptant sa défaite. Contemplant son opposant à terre, le vainqueur soupire en constatant que le colosse a la carrure, mais une technique médiocre. Le duel étant clos, le vieux chaman lève les bras au ciel et proclame Gorals grand vainqueur, déclenchant les acclamations du public. Respectant les règles du pacte, l'ancien lui assure qu'il lui accordera la faveur promise lors de l'accord. Ravi du dénouement, le héros s'incline et remercie le maître pour cette opportunité. Il se dresse fièrement au centre de la fosse, savourant le respect et l'admiration qu'il vient de conquérir. Balayant la solennité du moment, la petite Mive accourt à toute allure et lui saute au cou pour fêter ce triomphe. Ivre de fierté, elle se tourne vers les membres de la tribu et commence à fanfaronner sur la puissance surhumaine de son champion. À cet instant, un guerrier pose le genou à terre en jurant fidélité absolue au nouveau chef, tandis que l'archère proclame qu'elle s'unira à lui dès aujourd'hui. Le vacarme s'interrompt net lorsque le patriarche appelle le nom du vainqueur d'une voix solennelle. Aussitôt, le guerrier et la jeune fille se figent et répondent avec la plus grande déférence au guide spirituel. Réclamant le silence dans l'assemblée, le chaman frappe lourdement le sol de pierre avec son bâton runique. Une lueur magique d'un bleu flamboyant se met alors à irradier du bois ancien. L'énergie se déploie à travers la salle, déchirant l'espace pour ouvrir une gigantesque faille dimensionnelle derrière l'ancien. Devant un tel prodige arcanique, le nouveau meneur reste bouche bée, identifiant sur le champ la nature de cet enchantement. Impassible, le vieux maître invite le jeune guerrier à s'avancer, lui annonçant qu'une personnalité de la plus haute importance l'attend. Sans la moindre hésitation, Gorals obéit et franchit le passage étincelant sur les pas de son mentor. En un clin d'œil, ils émergent du portail pour se retrouver au cœur d'une salle monumentale aux ornements somptueux. Dès qu'ils ont tous deux franchi le seuil, la brèche spatiale se referme instantanément dans leur dos. Le jeune homme fait quelques pas sur le carrelage ouvragé, mesurant le contraste saisissant entre ce faste et la caverne rustique de la tribu. Il suit prudemment l'ancien, observant chaque détail de ce lieu d'un raffinement inouï. Le panorama révèle un décor digne d'un palais royal, bien loin du repère d'un monstre. Soudain, une lueur dorée et aveuglante émane du centre de la pièce, captant toute leur attention. Les yeux écarquillés, le guerrier est pris de court par cette soudaine manifestation magique. Au cœur de la lumière apparaît une femme splendide à la peau dorée, saluant le vieux chaman avec une grande familiarité. Complètement désorienté, Gorals demande à voix basse où diable ils ont bien pu atterrir. Ignorant les doutes de son protégé, l'ancien lève simplement la main et lui fait signe de s'approcher davantage. Gardant une posture respectueuse, le jeune homme s'avance vers le guide spirituel dans l'attente de ses ordres. D'un geste vif, le vieillard concentre une lueur bleue au bout de son doigt et touche doucement le front du guerrier. L'énergie mystique commence à circuler, tandis que le maître lui ordonne d'incliner la tête en signe de respect. Le jeune guerrier sent une vague de puissance envahir son corps, accueillant ce transfert magique en silence. Faisant usage de son autorité, Morgzul accorde officiellement au guerrier le droit de fonder son propre clan indépendant, le laissant stupéfait. Le maître explique qu'il a largement prouvé sa valeur et que de nombreux membres suivent déjà ses ordres. Désignant la silhouette éclatante, l'ancien révèle que cette mystérieuse entité est précisément là pour le guider dans cette nouvelle épreuve. Tous trois se réunissent autour d'une somptueuse table au centre du palais, posant le cadre d'un échange capital. Descendant avec grâce dans les airs, la femme pose délicatement ses pieds nus sur le tapis raffiné. Rayonnante et avenante, elle se présente sous le nom de Rumpelstiltskin, imposant d'emblée sa présence dans la pièce. En observant son éclat doré, Gorals comprend aussitôt qu'il a affaire à une rarissime gobeline d'or. Parfaitement à son aise, leur hôte s'avance vers son bureau et prend place pour engager les négociations. Elle confirme l'identité du jeune guerrier et va droit au but, précisant avoir eu vent de ses besoins en armement. Cependant, fidèle à ses principes de marchande, elle rappelle que tout a un prix et qu'elle ne fait jamais la charité. Avant de sceller le moindre accord, la gobeline dorée désigne un siège et invite son client à s'asseoir pour conter son récit.
Acceptant la proposition, le guerrier à la peau verte tire la lourde chaise en bois sans grand cérémonial. Il s'installe face à la marchande, faisant preuve d'un calme imperturbable face aux événements. Plantant son regard dans celui de son hôte, il lui demande directement par où elle souhaite qu'il commence. Sans rien dissimuler, il révèle avec froideur sa réincarnation dans ce corps, certifiant qu'il s'agit de la pure vérité sur son passé. Frémissante, la marchande dorée baisse la tête, semblant lutter pour contenir une intense émotion. D'un geste brusque, elle frappe lourdement la table et s'exclame que tout cela est tout bonnement prodigieux. Transportée d'enthousiasme, elle affirme qu'il s'agit de l'histoire la plus palpitante qu'elle ait jamais entendue. Sans perdre le fil, le guerrier claque des doigts pour la ramener aux affaires sérieuses. Une pluie d'objets magiques et d'armes étincelantes se matérialise dans la salle, témoignant de l'immense richesse et puissance de leur hôte. Se frottant les mains, elle déclare que ce récit deviendra la pièce la plus précieuse de toute sa collection. La marchande s'enflamme de plus belle, insistant sur le plaisir immense que chaque détail de ce périple lui a procuré. À bout de patience devant tant de tergiversations, Gorals tape du poing sur la table pour couper court, mais elle continue de rire aux éclats, avouant qu'elle n'avait pas vibré ainsi depuis une éternité. Agacé par cette réaction disproportionnée, il lui demande quel passage de son passé lui a donné des envies de meurtre. Allant droit au but, il lui demande s'il peut enfin récupérer l'arsenal pour lequel il a fait le déplacement. Rumpelstiltskin revient à la réalité dans un éclat de rire, convenant qu'un tel combattant ne saurait partir en guerre sans équipement digne de ce nom. D'un bond agile, elle franchit la table luxueuse et fond droit sur son nouveau client. S'arrêtant à quelques centimètres de son visage, elle promet d'offrir un présent exceptionnel à ce grand guerrier balafré. Sur ces mots, elle lui tourne le dos et l'invite à la suivre à travers la pièce pour découvrir ce dont il retourne. Aussitôt, la marchande ouvre un immense portail d'or étincelant, annonçant qu'elle va lui dévoiler sa surprise. Reculant tout en consultant un ouvrage, elle ressasse les passages tragiques du récit en trouvant chaque péripétie absolument merveilleuse. De l'autre côté du passage, Goral s'émerge revêtu d'une tenue de cuir surmontée d'une armure légère bien plus robuste. Refermant son livre, son hôte complimente sa nouvelle allure, soulignant qu'il a désormais la vraie prestance d'un chef de clan. Le guerrier approuve l'observation, sentant qu'ils sont enfin parés à passer à l'action. Appréciant la prise en main, il serre fermement le poing et ressent un flux de puissance bien plus intense traverser son corps. Comblée par le résultat, la gobeline dorée s'étire nonchalamment au beau milieu de la salle au trésor. Débordante de fierté, elle se rengorge en affirmant que son flair pour les affaires ne la trompe jamais. Adoptant un ton plus grave, elle lui demande d'écouter avec la plus grande attention les explications sur ses présents. Le chef de clan reste coi et concentré, suspendu aux paroles de la marchande. La scène bascule vers une bannière blanche flottant au vent, au-dessus du campement des humains invoqués. Au sommet d'une colline voisine, le chef entend ses alliés scander son nom à l'unisson. Juché sur un promontoire rocheux, il observe les membres de la tribu rassemblés en contrebas, dans l'attente de ses ordres. Sans perdre un instant, le maître dégaine sa nouvelle lame d'acier avec une poigne ferme et résolue. Dévoilant ses crocs, il ordonne à ses frères de charger, proclamant que l'heure de la traque a enfin sonné. La horde de peau verte s'élance avec fureur à travers les fourrés en poussant de terrifiants cris de guerre. Pendant ce temps, l'étendard du camp humain continue de flotter dans les hauteurs, cible sans défense face à l'assaut imminent. Une sentinelle humaine traverse l'herbe en courant à perdre haleine pour alerter ses pairs de l'arrivée de l'ennemi. Faisant irruption sous l'une des tentes, l'homme prévient le chef d'escouade en hurlant qu'ils subissent une attaque. Haletant, le subordonné précise que l'assaut n'est pas mené par des hommes, mais par une troupe de monstres. Cette annonce impromptue laisse le commandant d'escouade totalement abasourdi et sans voix. À l'extérieur, la horde enfonce déjà les palissades de bois et déferle sur la base avec une violence inouïe. Sous le commandement impitoyable de Gorals, les troupes fendent les rangs ennemis tandis qu'il se remémore les paroles de la gobeline sur le premier don. Bientôt, le système lui notifie que le décompte des éliminations réussies par les membres du clan sera synchronisé avec celui du chef. Les propos de la marchande dorée résonnent encore, lui rappelant d'un sourire éclatant qu'un second avantage l'attend. Au cœur de la mêlée, le guerrier tourne la tête, guettant déjà l'éveil de cette nouvelle faculté. Une immense interface lumineuse surgit alors, flottant juste derrière le jeune maître. Face au panneau, il constate avec admiration qu'elle lui a bel et bien permis d'accéder au défi sans la moindre contrainte temporelle ou géographique. D'un simple geste de la main, Gorals valide la quête de traque humaine pour poursuivre son évolution. Ravi d'une telle ergonomie, il songe qu'accomplir ce qu'il ne lisait autrefois que dans les fictions relève du pur délire. L'un des soldats d'humains hurle d'effroi en tentant de parer les assauts féroces d'un assaillant de petite taille. D'autres sbires sont balayés sans ménagement, illustrant la supériorité écrasante de cette frappe éclair. Le coup d'une lourde massue heurte de plein fouet l'un des gardes, le neutralisant net. Réagissant au quart de tour, la petite archère bondit avec agilité et décoche ses flèches pour assurer un soutien à distance parfait. L'affrontement redouble d'intensité et plonge le camp dans le chaos à mesure que les défenseurs tombent les uns après les autres. Ulcéré par la couardise de ses hommes, le chef d'escouade éructe et leur demande ce qu'ils fabriquent. Resserrant sa prise sur son épée, il somme sa troupe de montrer à ces créatures ce qu'il en coûte de s'en prendre à des humains. Dans une fulgurante percée, la lame du guerrier vert fend l'air au cours d'une charge implacable. L'estocade fauche mortellement le chef d'escouade, balayant toute tentative de résistance en un clin d'œil. Conservant sa posture martiale, Gorals crache son mépris sur le cadavre qui osait les traiter de déchets quelques instants plus tôt. Le corps inerte du commandant s'effondre lourdement dans la poussière, anéantissant le moral des derniers soldats.
Voyant leur supérieur terrassé d'un seul revers, l'un des gardes reste pétrifié d'horreur. Submergé par une panique viscérale, le fuyard jette les armes et détale à toutes jambes. La panique gagne l'ensemble du groupe, entraînant la déroute totale et désordonnée des troupes humaines. Le maître à la peau verte contemple cette débandade avec une parfaite indifférence, sans même prendre la peine de les traquer. Le regard glacial, il murmure entre ses dents en traitant ces lâches d'imbéciles pour fuir de la sorte. Pendant ce temps, les membres de la tribu fêtent cette écrasante victoire à grand renfort de bonds et de hurlements joyeux. Mais l'esprit du chef divague, se remémorant un autre point crucial de leur entrevue passée. La marchande d'or lui avait demandé de but en blanc s'il avait déjà choisi un nom digne de ce nom pour son clan. Cette question l'avait pris au dépourvu, le poussant à méditer sur l'appellation idéale pour sa faction. Revenant au présent, il extrait sèchement sa lame du corps de l'ennemi gisant au sol. D'un coup sec, il fait gicler le sang de son épée pour signifier que le massacre est terminé. Se tournant vers la meute d'une posture souveraine, il salue la superbe prestation de ses frères d'armes durant l'assaut. D'un ton solennel, il clame devant l'assemblée attentive qu'en ce jour, ils renaissent tous en tant que véritables guerriers. Il rappelle les heures sombres, où ils devaient ramper dans l'ombre, condamnés à la fuite perpétuelle. Mais en désignant le camp en ruine, il leur montre qu'ils ont enfin arraché une victoire éclatante sur leurs bourreaux. Animé d'une rage et d'une détermination féroce, le maître jure que leurs prochains triomphes seront encore plus grandioses. En brandissant sa lame vers les cieux, il arrache des rugissements d'extase à toute la tribu galvanisée. Empli d'une immense fierté, Gorals baptise officiellement sa nouvelle famille le clan Blood-Dagger. Après ce carnage au campement, les corbeaux commencent à planer au-dessus du site humain entièrement dévasté. Bien plus loin, la marchande dorée loue le choix de Blood-Dagger pour nommer la meute, jugeant le titre particulièrement percutant. Déambulant dans sa luxueuse galerie, elle s'enquiert des raisons qui l'ont poussé à choisir précisément cette arme pour incarner les siens. Le meneur vert répond sans détour qu'il s'agissait de l'arme employée lors de son tout premier meurtre d'humains. Ressassant ses débuts, il confirme qu'ôter une vie dès sa réincarnation en monstre a scellé le destin de cette dague. Entendre une justification aussi sanglante ravit la marchande, qui confie apprécier encore plus ce choix. Ne comprenant pas un tel engouement, Gorals lui demande ce qu'elle gagne réellement à soutenir sa tribu de la sorte. Lui tournant le dos d'une démarche gracieuse, elle révèle que son unique intérêt réside dans l'épopée du guerrier. Elle se laisse glisser dans un somptueux fauteuil, affirmant que les récits dramatiques s'avèrent toujours les plus lucratifs. Fixant son client avec insistance, elle remarque que ses confidences laissent transparaître des émotions aussi profondes que périlleuses. Goral l'écoute en silence lorsqu'elle souligne la rage phénoménale accumulée au fond de son être. Pointant son doigt vers lui, elle conclut en disant percevoir également le désespoir sans fond qu'il traîne comme un fardeau. Palpitant d'impatience, son hôte avoue être curieuse de voir où le mènera cette sanglante quête de vengeance. Sur ce, le guerrier lui tend la main pour la remercier, reconnaissant que cet équipement a grandement facilité l'assaut. Mais elle refuse ses remerciements, rappelant qu'elle compte bien monnayer son histoire au prix fort, ce qui le laisse pantois devant tant de vénalité. Prenant congé du jeune chef, elle lui adresse un salut en souhaitant que la prochaine traque du clan soit un franc succès. Le décor change pour dévoiler une imposante forteresse de pierre humaine, quartier général de la 13e unité de garde. Un avis placardé sur les murs alerte sur les attaques récentes dans la région, ordonnant un renforcement drastique de la sécurité. Exaspéré par cette panique générale, un soldat frappe son bureau en traitant ses supérieurs d'abrutis pour tout ce remue-ménage. Le dénommé Lee Sang-jun tourne la situation en dérision, trouvant ridicule de trembler devant d'aussi misérables créatures. Tenant un rapport à la main, un comparse signale que les rumeurs décrivent des envahisseurs anormaux, agissant comme de véritables spectres. Faisant fi de ces mises en garde, l'homme froisse une feuille dans son poing, avec un souverain mépris. Il jette la boulette de papier à la figure de son camarade, lui demandant pourquoi une telle bête agirait en solitaire alors qu'elle chasse en meute. L'homme assis tente de faire entendre raison, soulignant que la moitié du camp de rescapés a tout de même été décimé. Pétri d'arrogance, Sang-jun réplique que ses survivants n'étaient que des incapables, et voilà une opportunité en or pour décrocher une promotion. Inquiet devant tant d'ambition, le soldat aux cheveux sombres lui demande ce qu'il manigance. Fixant la boulette gisant sur le plancher, le soldat ambitieux affiche un mépris sans borne pour les envahisseurs verts. Guidé par la cupidité, il promet de traquer et d'exterminer lui-même chacun de ces monstres pour s'attirer les honneurs. Bien loin de là, dans un cachot sombre et humide, une écuelle de nourriture est violemment propulsée d'un coup de pied sur les dalles de la cellule. Terrée dans un coin crasseux, la jeune fille autrefois épargnée par le chef vert endure un calvaire en captivité. Depuis le couloir, une voix interpelle Ayan, soulignant avec ironie qu'elle a encore refusé son repas. À bout de force, la jeune captive traite l'homme de répugnant et lui demande s'il a encore empoisonné son plat. Le garde s'amuse de cette révolte et lui demande d'un ton narquois où une fille de bonne famille a bien pu apprendre à parler ainsi. Lui tournant délibérément le dos, le garde cruel la provoque en affirmant qu'elle tient sans doute ce vocabulaire de sa propre mère. Hors d'elle face à l'affront, Ayan se jette contre les barreaux et le maudit de toute la haine dont elle est capable. Irrité par sa fougue, il lui rétorque qu'ils ont pourtant bien pris soin d'elle, lui rappelant que ses anciens privilèges n'ont aucune valeur ici. Pointant un doigt accusateur, il rouspète que les gars voulaient simplement s'amuser, mais qu'elle a cru bon de sortir une lame. Comprenant qu'elle ne peut lutter, la jeune femme se rassoit par terre et enfouit son visage dans un mutisme complet. Le soldat toise sa prisonnière brisée à travers les barreaux de fer en resserrant sa poigne sur la grille.
S'éloignant de la geôle, l'homme prend une longue inspiration, visiblement délecté par la détresse de sa captive. Persistant dans son sadisme, il promet de lui montrer ce que vaut réellement sa petite personne dans ce monde fantastique. Sans tarder, l'ambitieux officier ordonne de ligoter la captive et de la livrer aux chasseurs pour servir d'appât en forêt. Affichant un rictus machiavélique, il lui annonce que son sort est scellé et qu'elle va désormais attirer les bêtes sauvages. À la nuit tombée sur la forêt touffue, la malheureuse se retrouve attachée à un tronc d'arbre au beau milieu d'une clairière. Bâillonnée et privée de tout espoir de fuite, elle verse des larmes de pur désespoir en attendant le pire dans ce lieu reclus. Plusieurs pièces d'or étincelantes ont été disséminées sur le sol, traçant une piste bien visible dans la pénombre. Cette traînée dorée mène droit à l'arbre où la jeune femme est entravée, marquant le cœur de ce piège nocturne. Tapis dans les buissons voisins, deux chasseurs de primes guettent patiemment tandis que l'un d'eux peste contre l'odeur. Le vétéran explique qu'ils ont employé de la sève pour masquer leur effluve, demandant au novice s'il commence à trembler. Sceptique, le plus jeune se demande si un appât aussi grossier parviendra réellement à duper l'ennemi. Plein d'assurance, le baroudeur lui affirme que le piège est parfait et que le clinquant de l'or fera tout le boulot. Jaugeant la cupidité des bêtes, le jeune homme concède que l'appât du gain reste en règle générale redoutable. Pourtant, une pointe d'appréhension persiste, doutant que ces créatures tombent dans une combine aussi grossière. Le vétéran balaie ses doutes, rappelant que toutes les précautions ont été prises pour garantir le succès de l'embuscade. À cet instant, un petit gobelin isolé s'avance sur la piste et ramasse une pièce, validant la théorie selon laquelle l'or les guiderait. Le doyen ajoute que le pendentif autour du cou de la captive est imprégné d'un sortilège conçu pour attirer la meute. Laissant échapper un ricanement sordide, le novice remarque que les monstres voudront probablement aussi s'amuser avec cette proie sans défense. Accroupi dans les branchages avec un regard pervers, il estime que la peau d'une humaine doit être bien plus tendre. Le visage fermé, le vétéran le recadre sur le champ en affirmant qu'elle ne représente pour eux qu'une meilleure pitance. Comprenant que les monstres veulent la dévorer, le jeune homme grimace et marmonne son dégoût face à cette réalité macabre. C'est alors que Gorals apparaît sereinement près de l'arbre et enjoint à la captive de garder son calme, lui faisant savoir qui il est. En entendant sa voix, les yeux embués de larmes de la jeune femme s'écarquillent, reconnaissant aussitôt son sauveur dans l'obscurité. Mais le soulagement est de courte durée et la panique reprend le dessus, la poussant à lui crier de fuir ce piège tendu contre lui. Imperturbable face à ses cris, il rétorque froidement qu'il était déjà au courant de tout cela. Maîtrisant parfaitement la situation, le chef désigne avec exactitude l'emplacement de chaque ennemi embusqué dans les bois. Exécutant les ordres du maître, les membres du clan fondent en silence sur les tireurs et les neutralisent en un éclair. Miv passe à son tour à l'attaque à l'arrière, bandant son arc avec une dextérité remarquable pour couper toute retraite. Arborant un sourire carnassier, Goral savoure l'ironie du sort, certifiant que ce sont les humains qui viennent de tomber dans sa toile. Toujours ligoté et incapable de comprendre une telle clairvoyance, Ayan reste pétrifié de stupeur devant la réussite de ce contre-piège. Tout s'éclaire alors que l'on remonte quelques jours plus tôt, dévoilant la façon dont le clan avait minutieusement orchestré son offensive. Dans un modeste hameau agricole loin des garnisons, le quotidien paraissait paisible au milieu des champs cultivés. Mais cette quiétude vole en éclats lorsque les paysans sont maîtrisés et contraints de s'agenouiller devant les guerriers pauvertes. Dirigeant l'opération, le chef déclare d'un ton menaçant qu'ils ne cherchent pas la bagarre et exige seulement qu'on leur vende des vivres. Terrorisés, les villageois apportent en hâte plusieurs sacs de provisions pour tenter d'apaiser les tensions. Contemplant ces maigres réserves au sol, le maître s'indigne et demande si c'est tout ce que le village a à offrir. C'est ainsi que le guerrier vert avait pu surgir auprès de la captive en toute sérénité pour la rassurer sur son identité. Le son de ce nom familier avait fait briller les yeux de la jeune femme à travers ses larmes, reconnaissant celui qui se tenait devant elle. Cependant, le soulagement avait vite cédé à la terreur, la poussant à sommer son protecteur de fuir ce traquenard. Impassible face à son angoisse, il lui avait simplement répliqué d'un ton égal qu'il avait déjà tout prévu. Le chef avait alors prouvé sa totale maîtrise en démasquant avec exactitude chaque guetteur dissimulé sous les branchages. Sur son signal, les siens s'étaient faufilés dans les fourrés pour museler les chasseurs en une fraction de seconde. Miv avait également couvert les arrières, arc bandé interdisant la moindre tentative de fuite. Un sourire assuré aux lèvres, Goral savait savourer le retournement de situation en voyant les humains piégés à leur propre jeu. Encore ficelée au bois, la prisonnière n'en croyait pas ses yeux et se demandait comment une telle prévoyance était possible. Le fil des événements se renoue ainsi avec les préparatifs de cette confrontation en forêt. Tout avait en réalité débuté dans ce village isolé où les paysans s'affairaient paisiblement sur leurs parcelles. Une quiétude brisée lorsque les résidents furent rassemblés de force devant la troupe de monstres verts. Gorals leur avait signifié avec fermeté qu'ils ne venaient pas pour massacrer, mais pour acheter des denrées. Pris de terreur, les fermiers s'étaient empressés de leur remettre quelques sacs pour éviter le pire. Devant cette misérable offrande, le chef s'était offusqué de la pauvreté des réserves du village. Une vieille femme supplie en pleurant pour sa survie, expliquant que c'est tout ce qu'il leur reste après les taxes exorbitantes prélevées par la garde. Elle sanglote et jure qu'ils n'ont gardé que le strict nécessaire pour éviter que leurs enfants ne meurent de faim. Témoin de cette sordide exploitation, le guerrier mesure la lâcheté humaine et fronce les sourcils en silence. Il pousse un lourd soupir en constatant que ses rations suffiront à peine, furieux de voir comment les humains traitent leurs semblables comme des moins que rien.
En examinant les sacs de tubercules avec amertume, il mesure l'injustice infligée par la garnison locale. À la stupeur générale, le chef tire plusieurs pièces d'or de sa bourse et les dépose dans la main tremblante du vieux doyen. Le vieil homme écarquille les yeux, incapable de croire au trésor qu'il vient de recevoir des mains d'un prétendu monstre. Se détournant un sac sur l'épaule, le chef annonce qu'il ne prendra que la moitié des vivres et que cet or assurera leur subsistance pour longtemps. Éperdus de reconnaissance, les villageois s'inclinent en l'appelant Monseigneur, ce qui le met mal à l'aise au point d'exiger qu'on cesse d'employer ce titre. Soudain, un guerrier interpelle le patron sur le sort réservé aux soldats corrompus capturés un peu plus tôt. D'un regard froid et sans pitié, il ordonne de les exécuter sur l'heure, affirmant que ces ordures ne méritent pas de vivre. Sans la moindre hésitation, les membres du clan s'élancent et massacrent les captifs d'une frappe nette et brutale. Face à ce châtiment expéditif, les paysans reculent et se serrent les uns contre les autres, terrifiés par cette violence brute. Fier et impassible, Gorals quitte la grange d'un pas assuré pour ramener sa troupe en lieu sûr. Une fois à l'air libre, il s'immobilise et scrute méticuleusement les parages à l'affût du moindre danger. Un parchemin cloué à un poteau attire alors leur regard avant d'être arraché d'un geste sec. L'avis s'avère être un appel de la garde promettant de généreuses primes pour la capture et l'extermination des monstres peau verte. En lisant cette provocation, le guerrier esquisse un rictus moqueur, hilar devant l'audace de ces insensés. La petite archère accourt à travers champs en interpellant son bien-aimé pour savoir si la collecte des vivres est terminée. Il acquiesce tout en lui tendant l'affiche, la prévenant que la garnison a lancé une traque impitoyable contre leur meute. Sûr de lui, le chef ordonne à sa comparse de rassembler les coureurs les plus véloces pour aller jouer un tour à ses chasseurs. Enjouée par cette perspective martiale, la jeune gobeline salue fièrement et jure de ne jamais décevoir son puissant champion. Mangeant un morceau en toute décontraction, il attend le moment idéal pour refermer son étau. De retour au cœur de la nuit forestière, le bivouac est paisible et la tribu se repose autour du foyer réconfortant. Assise à l'écart sur une souche, la petite archère détourne la tête, visiblement contrariée par la tournure des événements. Le craquement de branches sèches annonce des pas lourds qui se dirigent vers le feu du camp. La jeune captive rescapée dévore un quignon de pain avec une voracité frénétique, témoignant du jeûne forcé subi dans les geôles. Épuisée de corps et d'esprit, elle mâche péniblement entre deux sanglots de pure angoisse. Observant cette triste scène, le guerrier vert lui conseille de manger plus posément pour éviter de s'étouffer. Assis près des braises, il constate avec une pointe d'ironie que la poisse de cette fille atteint des sommets remarquables. En quête d'un semblant de sécurité, la jeune femme le supplie de l'emmener avec lui, promettant d'obéir au moindre de ses ordres. Craquant sous la pression, Eyan s'effondre en larmes en criant qu'elle ne supporte plus de mener une existence aussi lamentable. N'ayant que faire des états d'âme humains, le maître vert tourne la tête et lui rétorque froidement qu'il a déjà tranché. Dans un cri de détresse incontrôlée, elle hurle qu'il n'aurait jamais dû la secourir s'il comptait l'abandonner, préférant encore en finir une bonne fois pour toutes. D'un calme impérial, Gorals précise qu'il ne l'a pas sauvée par pure compassion, ou du moins est-ce ce dont il tâche de se convaincre. Il fixe le sol d'un air songeur, conscient qu'il ne peut jouer les gardes du corps éternellement, et qu'il lui faut rompre les ponts. Reconnaissant son tort de s'être mêlé de ses affaires, il la prévient sans ménagement qu'elle devra désormais se débrouiller seule. Paniquée à l'idée d'être délaissée par son unique protecteur, elle se rue en avant et s'agrippe à ses vêtements de toute son énergie. Le regard hagard et éperdu, elle le somme à pleine voix d'abréger ses souffrances ici même, devant tout le monde. Cette requête aussi brutale qu'inattendue venant d'une humaine démunie prend le guerrier de cour, fissurant sa contenance de marbre. Ulcérée, elle martèle qu'elle préférerait mourir 1000 fois plutôt que d'être reprise et bafouée par ce misérable officier. Tentant de désamorcer la crise, le chef lève les mains en lui demandant d'attendre un instant et de baisser d'un ton. D'un regard pénétrant chargé d'animosité, il répète le nom de son ennemi et lui demande si elle fait bien référence au pourri de la garnison. Désarçonnée par cet intérêt soudain pour ce maudit individu, la jeune fille retrouve un peu de calme et lui demande s'ils se connaissent. Se frottant le menton avec un sourire carnassier, Goral s'assure qu'il ne connaît que trop bien cet individu lâche et arrogant. L'atmosphère s'alourdit brutalement lorsque le chef assène d'une voix lugubre que cet homme a accumulé trop de fautes pour mériter de respirer. Se focalisant sur sa tactique d'assaut, il lui demande sans détour combien de temps elle est restée enfermée dans les geôles de la garnison. Elle relève la tête en fouillant ses souvenirs douloureux et répond qu'elle y a croupi quelques jours, perplexe quant à ses desseins. Exigeant sa pleine coopération, il lui ordonne de relater le moindre détail vu ou entendu dans ce fort avant qu'il ne statue sur son sort. Pendant ce temps, à bonne distance de cette vive altercation, des doigts nerveux effeuillent avec impatience les pétales d'une fleurette sauvage. Il s'agit de Mive, perchée sur sa souche, manifestement agacée et jalouse de l'attention que son champion accorde à la prisonnière. Ses bouderies enfantines sont net coupées court lorsque le timbre grave de son amant résonne dans la pénombre pour l'appeler. Sa mauvaise humeur s'évapore aussitôt, et elle bondit sur ses pieds d'allégresse en répondant à l'appel du guerrier. Sans s'embarrasser de fioritures, le chef lui intime de rassembler les pisteurs les plus véloces du clan, piquant sa curiosité au vif. Le regard empli d'une soif de vengeance implacable, il annonce la création d'un commando d'élite destiné à pulvériser la garnison. Le jour se lève sur la massive citadelle de pierre fortifiée qui fait office de quartier général aux troupes impériales. Au cœur de cette bâtisse au luxe insolent, une plaque officielle trône sur le bureau, affichant le nom de la cible convoitée. L'officier arrogant et corrompu est affalé dans un vaste fauteuil de cuir, ruisselant de sueur et le souffle court après un effort éreintant. Une main cramponnée au rebord du bureau en bois trahit l'extrême tension qui règne dans la pièce.
Totalement détendu dans ses appartements, le lâche commandant ne tarit pas d'éloges sur l'adresse de la personne qui le sert avec un tel dévouement. L'ambiance est brutalement rompue lorsqu'un soldat fait irruption en panique, alertant le capitaine d'une urgence absolue. Excédé par tant d'impolitesse, Sang-Joon l'invective et lui demande s'il a oublié comment frapper à une porte, mais le factionnaire le conjure de venir voir dehors. Rajustant son pantalon, l'officier s'extirpe de son siège en pestant, désireux de savoir quel est encore ce cirque. Dehors, le spectacle est glaçant. Un membre de la garde gît au sol, sauvagement massacré dans la boue. Un plan d'ensemble dévoile un monceau de cadavres appartenant à l'unité, preuve éclatante d'un raid d'une violence inouïe. En cette eau livide, les rares survivants se massent autour du charnier, examinant avec effroi les insignes de leurs camarades fauchés. L'un des gardes identifie les dépouilles et s'écrie en larmes qu'il s'agit des hommes envoyés traquer les peaux vertes en forêt. La vue de ce carnage est si insoutenable qu'un soldat est pris de haut le cœur et vomit au beau milieu de la cour. En sueur et mort de trouille, le commandant ordonne de doubler les patrouilles et de dépêcher un appel à l'aide d'urgence au quartier général. C'est alors que son regard se pose sur les pieds d'un corps suspendu à l'échafaudage de bois, comprenant aussitôt qui est l'auteur de cet affront. Une pancarte injurieuse pend au cou du cadavre, qualifiant Sang-Joon de déchet et rappelant à tous que ce chef adulé n'est qu'un lâche fiefé. Les spectres du passé ressurgissent brutalement, lui rappelant ce valeureux camarade qui le traitait autrefois de rebut répugnant. Le capitaine revoit avec une netteté terrifiante le cou de cet homme enserré dans le nœud coulant lors de ce jour funeste. Contemplant ses remparts, il est rongé par la haine et l'incompréhension, incapable d'expliquer comment cet enfoiré respire encore. La plaque nominative sur son bureau semble narguer son autorité vacillante, sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. S'arrachant les cheveux à sa table de travail, le capitaine sombre dans la paranoïa, cherchant à percer la nature du démon qui le pourchasse. Le désespoir le submerge en songeant que ces nabots étaient censés représenter la fange la plus misérable de toutes les espèces connues. Il refuse d'admettre qu'il soit harcelé et nargué avec un tel sadisme par des créatures aussi inférieures. Cherchant désespérément une issue, Sang-Joon somme son lieutenant de confirmer si l'appel au secours a bien été expédié au gros des troupes. Au loin, le pigeon voyageur porteur du message de détresse est abattu en plein vol par une dague millimétrée, coupant net toute communication. L'immensité des monts verdoyants dissimule les manœuvres et les secrets tactiques de la meute ennemie. Une masure de rondins se dresse en silence au cœur de la futaie, coupée de toute civilisation. À l'extérieur, le chef vert ajuste un harnais d'escalade autour de ses hanches, s'estimant capable de s'infiltrer n'importe où. Dans la cabane rustique, un vieux trappeur remarque une ombre suspecte et scrute le carreau avec méfiance. Un gobelin apparaît la tête en bas contre la vitre, affichant une grimace propre à glacer le sang de quiconque. Gorals observe quant à lui discrètement l'homme à travers l'entrebâillement de la porte de bois. Réalisant qu'on s'est introduit chez lui, le trappeur s'empare de son arme et demande à l'intrus ce qu'il vient faire sur ses terres. D'un geste nonchalant, le maître dépose une bourse d'or sur la table en guise de dédommagement pour l'effraction. Il rajoute quelques pièces d'or sonnantes et trébuchantes sur le meuble pour régler l'équipement d'escalade réquisitionné. D'un ton tranchant, il lui signifie que la dette est honorée et qu'ils sont désormais quittes. Le vieil homme déglutit et hoche la tête sans broncher, acceptant le marché sans oser contrarier la créature. L'accord conclu, Gorals descend les marches de la bicoque pour rejoindre ses troupes dehors. La petite archère accourt toute excitée, annonçant qu'elle a déjà réuni l'escouade d'assaut demandée. Le groupe d'élite salue son commandant avec ferveur, confirmant que la jeune femme a rempli sa mission avec brio. Un sourire approbateur aux lèvres, le maître tapote gentiment la tête de son allié pour saluer son travail exemplaire. Il expose alors son plan, ordonnant de pilonner la façade du fort dès le crépuscule pour semer une confusion totale. Jetant tunique et armes aux pieds de deux subordonnés, il leur ordonne de s'équiper sans attendre. Revêtant son aura de chef incontesté, Gorals proclame qu'il constitue dès à présent la toute première unité d'assaut du clan. La nuit s'abat sur la vallée tandis qu'une volée de flèches enflammées pourfend l'obscurité en direction des murailles humaines. Le branle-bas de combat s'empare de la garnison lorsqu'une sentinelle affolée fait sonner le tocsin en hurlant à l'attaque surprise. En première ligne, Miv commande les tirs de barrage, embrasant méthodiquement les défenses ennemies. Les hommes de garde se bousculent dans les escaliers de bois, pris au dépourvu par une offensive d'une telle envergure. Les portes claquent avec fracas, résonnant lourdement dans toute l'enceinte de la forteresse. Le même subordonné fait irruption dans les appartements du capitaine en vociférant sur la pluie de traits incendiaires, le laissant incrédule. Pétrifié d'effroi, Sang-Joon ordonne d'un geste frénétique de verrouiller les herses et de poster chaque homme valide sur les remparts. Sans discuter cet ordre désespéré, le garde s'éclipse à toute vitesse pour tenter d'organiser la riposte. Désormais seul, le commandant s'effondre sur son siège, trempé de sueur froide et suffocant sous le poids des événements. Il comprend enfin que ses assaillants n'ont rien d'ordinaire, jamais aucun monstre dans l'histoire n'ayant assiégé une forteresse de la sorte. Frappant son bureau de rage, il se résout à l'unique option possible, tenir bon jusqu'à ce que les renforts arrivent pour les tirer de là. Un lourd grappin d'acier est projeté dans les airs et vient s'ancrer solidement au sommet du mur de ronde. Un factionnaire chauve en patrouille tressaille au cliquetis et se penche avec curiosité. Ne se doutant guère du péril mortel, l'homme scrute le vide par-dessus le parapet pour comprendre ce qui s'y accroche. Jaillissant de l'obscurité, une frappe létale et silencieuse fauche le veilleur sans lui laisser la moindre chance de réagir. Cette exécution foudroyante neutralise le soldat sur le coup, amorçant l'infiltration avec une rigueur implacable. Le corps inerte bascule en arrière sur le chemin de ronde étroit, dégageant l'accès au commando d'assaut.
Goral se hisse avec souplesse le long de la corde, franchissant la muraille sans éveiller le moindre soupçon. Analysant les lieux d'un œil posé, il constate que le secteur a été déserté et conclut que la diversion de Mi va fonctionner à merveille. Sans perdre une seconde, le maître rengaine son arme et se prépare pour la suite des opérations. Un chuchotement discret retentit alors dans son dos, son second l'appelant patron pour lui confirmer que toute l'équipe est en place. L'escouade au grand complet prend position sur le rempart, armée jusqu'aux dents et parée à fondre sur l'intérieur du fort. Rappelant l'objectif prioritaire, le chef leur ordonne de frapper vite et fort avant de décrocher, soulignant que la cible reste le capitaine. Les membres du commando acquiescent et s'élancent à pas feutrés à travers les couloirs de pierre du fort. La troupe fond impitoyablement dans le dos d'un patrouilleur qui ne perçoit le danger qu'au tout dernier instant. Avant même qu'il ne puisse pousser un cri, les guerriers l'abattent de coups nets et chirurgicaux. Profitant de la brèche, Gorals prend la tête avec une vélocité foudroyante pour sécuriser la zone. Un trait décoché avec précision fauche-net un nouveau soldat, nettoyant le passage de toute menace. Telle une ombre mortelle, l'escouade dévale les escaliers de bois et s'infiltre dans les étages inférieurs. Lame au poing, Gorals mène la charge en imprimant un rythme effréné à cette manœuvre d'extermination. Pourfendant un nouvel adversaire au passage, il peste avec dédain contre le boucan infernal provoqué par ces humains aux abois. Avec une aisance insolente et sans la moindre hésitation, il neutralise un autre garde qui tentait de barrer la route. Attrapant l'un des défenseurs au collet, le maître use de sa force colossale pour le précipiter par-dessus la balustrade. L'homme bascule dans le vide et s'écrase lourdement en contrebas, hors d'état de nuire. Regardant le corps chuté, Gorals lui lance un froid adieu en le traitant d'imbécile. Le vacarme du massacre se rapproche dangereusement du bureau, laissant le capitaine Sang-Joon pétrifié de terreur et baigné de sueur. La lourde porte en chaîne cède sous un assaut brutal, sonnant le glas pour l'officier corrompu. Le battant en bois vole en éclats avec une violence inouïe sous la puissance de l'impact. Terrifié par le fracas, le lâche officier recule précipitamment et dégaine sa lame d'une main tremblante. Des bruits de pas pesants font grincer le plancher, dévoilant la silhouette imposante du maître qui pénètre dans les lieux. Goral constate froidement que la voix du capitaine ne lui est pas inconnue, lui promettant qu'il va déchanter dès qu'il verra son visage. À ces mots provocateurs, l'officier écarquille les yeux, terrassé par une épouvante indicible. Hors de lui, le garde pointe son épée et exige de savoir qui est cet intrus et comment un vulgaire monstre peut maîtriser la langue des hommes. Méprisant la menace, le meneur vert dévoile ses crocs et l'avertit d'un ton sinistre qu'il ferait mieux de se soucier d'autre chose en cet instant. L'atmosphère se glace alors que Gorals révèle son identité passée, appelant l'homme par son nom avec un souverain mépris. Lee Sang-Joon se fige livide et tétanisé, les yeux rivés sur la créature qui vient de faire tomber le masque. La scène bascule dans un sombre souvenir, au fond d'une caverne lugubre où résonnent des pas de fuyards. Jadis, le jeune homme courait à perdre haleine dans ses boyaux de roche pour échapper à une menace innommable. À bout de souffle et de force, il suppliait son camarade de tenir le coup, avouant qu'il était sur le point de s'effondrer. Juste derrière, le jeune humain qui deviendrait plus tard le chef du clan courait également, haletant et lui criant de ne pas ralentir. Tremblant pour sa propre peau, l'officier véreux aboyait à son équipier de cesser de geindre et d'accélérer la cadence. Il affirmait qu'il leur suffisait de semer cette vermine, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour évaluer l'avance sur la meute. Une meute de monstres enragés déferlait furieusement dans la galerie obscure pour rattraper les deux proies. Ne supportant plus la terreur qui le rongeait, Sang-Joon hurlait de panique, refusant de périr dans cette situation absurde. Dans le présent, Goral songe avec rancœur qu'il n'aurait jamais imaginé que son propre compagnon les sacrifierait comme appât pour sauver sa peau. La réminiscence dévoile l'instant précis où le jeune combattant a compris la trahison sordide de son comparse au fond du gouffre. Filant en tête, le traître avait prétendu chercher des renforts, abandonnant ses frères d'armes pour gagner seul la lumière de la sortie. De retour à la réalité, le maître vert tempête qu'il s'était juré d'égorger se lâche de ses propres mains s'il venait à recroiser sa route. Fixant sa cible au milieu de la pièce, il déplore avec amertume de n'avoir pu accomplir cette vengeance tant qu'il appartenait à l'espèce humaine. Garde haute, le commandant s'efforce de tenir sa posture défensive tandis que le guerrier vert avance à pas lents, affirmant avoir un paquet de comptes à régler. Il lui fait toutefois remarquer que ce bureau se prête mal aux confidences et suggère de poursuivre cet échange dans un cadre bien plus intime. Éperdu de terreur, l'officier hurle qu'il ne bougera pas d'un pouce et rejette violemment la proposition. À bout de patience, Gorals braque son arbalète sur lui et le prévient qu'il va lui loger un carreau dans le corps pour le traîner dehors de force. Sang-Joon recule, trempé de sueur sous le coup de la terreur, demandant si tout cela n'est qu'une mauvaise plaisanterie tout en essayant de mesurer le danger réel. Le maître à la peau verte esquisse un sourire glacial, se rappelant que le capitaine ne l'avait jamais considéré comme un être humain à l'époque. La tension atteint son comble lorsque le chef des gardes est plaqué au sol d'un geste fulgurant, sans la moindre chance de riposte. Peu après, la troupe avance furtivement dans la cour plongée dans la nuit, transportant le prisonnier ligoté et bâillonné. Le commandant capturé est maintenu à genoux au bord du rempart de pierre, totalement incapable d'appeler au secours. Sans le moindre ménagement, le chef pousse l'humain d'un coup de pied et lui ordonne de déguerpir une bonne fois pour toutes. Le corps du captif bascule dans le vide depuis le sommet de la forteresse et s'écrase en chute libre sur la terre ferme en contrebas. Il s'écrase lourdement sur le ventre dans l'herbe, laissant échapper un râle étouffé par son bâillon sous la violence du choc. Deux membres de la tribu qui montaient la garde en bas s'approchent, stupéfaits de voir la cargaison promise leur tomber littéralement du ciel.
Sans tarder, l'un des guerriers empoigne l'humain par les cheveux et se réjouit de voir que la cible a survécu, exactement comme leur chef l'avait annoncé. Au sommet de la muraille, Goral s'assure que tout le monde est prêt et ordonne à Miv de donner le signal de la retraite. La petite archère saisit son corps et souffle de toutes ses forces pour avertir la troupe qu'il est temps de tout faire sauter et de décamper. La sonnerie retentit à travers toute la forteresse pendant que la horde s'enfuit à toute allure à travers la cour en flammes. Témoin du repli ennemi, un officier de garde ordonne le cessez-le-feu immédiat pour éviter de nouvelles pertes inutiles. Au sommet des remparts, un soldat haletant signale le revirement soudain des assaillants. Il lève les bras de soulagement et hurle aux troupes de stopper la riposte, confirmant que les monstres lèvent enfin le camp. L'aube baigne la forêt paisible de sa lumière, mettant un terme à cette nuit chaotique et éprouvante en territoire humain. Bien loin du tumulte, le campement isolé repose en toute quiétude sous les lueurs du petit matin. Une assiette garnie d'une belle pièce de viande fraîchement rôtie lui est tendue, dans un geste de délicatesse tout à fait inattendu. La jeune captive contemple le repas avec embarras, emmitouflée dans sa couverture au beau milieu du campement des peaux vertes. Le vieux chasseur humain, qui chemine avec la tribu, lui sourit avec bienveillance, lui garantissant que la viande est parfaitement cuite et succulente. Silencieuse, la jeune femme écoute ses paroles tout en essayant d'assimiler les récents événements. Pelotonnée contre la palissade, elle hésite à toucher au plat, mais le vieil homme la rassure aussitôt sur l'absence de tout poison. Il s'installe alors sereinement sur le talus à ses côtés pour instaurer un climat de confiance propice à l'échange. D'une voix empreinte de sincérité, le chasseur lui confie qu'il tenait à la remercier chaleureusement pour son héroïsme passé. Évoquant cette terrible nuit, il reconnaît que sans son intervention salutaire, il aurait péri aux côtés des autres prisonniers. La jeune fille détourne pudiquement le regard, expliquant qu'elle a simplement réagi parce qu'il était le seul à faire preuve de compassion au milieu de toutes ses souffrances. Changeant de sujet, le vieillard la scrute avec curiosité et lui demande si elle fait également partie des êtres invoqués. Il précise qu'il s'agit du nom donné par les gens d'ici à ceux qui ont été arrachés à leur époque et à leur monde pour atterrir sur ces terres. Prenant une profonde inspiration, elle admet que ce terme résume parfaitement la situation insensée dans laquelle elle est plongée. Le vieil homme lui explique que ces invoqués obtiennent généralement des dons uniques grâce à des rituels appelés quêtes, puis lui demande si elle a vécu une expérience similaire. La jeune femme le regarde d'un air étonné, confirmant la présence de ce fameux système qui la guide depuis son arrivée. Une fenêtre lumineuse s'ouvre discrètement derrière son dos, affichant la toute première quête dédiée à la chasse aux monstres. L'interface bleutée décrit l'objectif élémentaire consistant à abattre une créature pour éveiller son pouvoir latent dans ce nouveau monde. Non loin de là, deux gobelins observent les humains bavarder, trouvant cette scène pacifique particulièrement divertissante. Miv les rejoint aussitôt en les traitant d'imbéciles, leur demandant ce qu'un couple est censé faire d'autre si ce n'est discuter. Agacée par ce relâchement, elle les menace d'un ton sec, leur rappelant que toute la meute risque de lourdes sanctions. Le chasseur et la jeune fille se retournent, inquiets en apercevant l'archère se quereller vivement avec les guetteurs. La scène bascule à l'intérieur d'une grange isolée d'où s'échappent des gémissements d'agonie, étouffés par les cloisons de bois. Ligoté et agenouillé au milieu de la pièce, l'ancien commandant crache son sang sous le traitement impitoyable de Gorals. Un coup violent frappe le dos du captif et lui arrache un nouveau hurlement de douleur. Fixant l'humain meurtri avec un détachement glacial, Gorals lui ordonne sans détour de cracher immédiatement tout ce qu'il sait. Dominant le traître sans défense, le chef exige de savoir comment il a pu réchapper vivant de cette grotte dans le passé. En sueur et brisé par la souffrance, Lee Sang-jun balbutie qu'il ne saisit rien à ses reproches, assurant qu'il respire encore tout simplement parce que son heure n'était pas venue. Irrité par ce qu'il prend pour de l'insolence, le chef lui fait comprendre qu'il vient de donner la mauvaise réponse. Il lui assène aussitôt une série d'impacts brutaux en plein visage, le châtiant sans la moindre pitié. Incapable d'encaisser de telles frappes, l'ancien capitaine supplie la créature d'arrêter ce massacre. À bout de force, il rejette la tête en arrière et hurle qu'il est prêt à tout avouer, demandant ce qu'il souhaite entendre. Le regard sombre et calculateur, Gorals prend acte de sa reddition et le prévient qu'il va répéter son interrogation. Dévasté par le supplice, l'homme sanglote en affirmant qu'il est absurde de demander à un survivant pourquoi il respire encore. Le chef rétorque sèchement en affirmant qu'il l'a vu de ses propres yeux se faire exécuter sur la place publique par la guerrière à l'épée sacrée. À l'évocation de ce nom, le captif écarquille les yeux, totalement horrifié à l'idée d'avoir été condamné par une telle figure. Tournant autour de l'ancien officier, le monstre l'entend jurer qu'il n'a même jamais posé les yeux sur cette femme. Lui broyant le visage d'une main d'acier, Gorals exige qu'il s'explique sur la façon dont il traitait les invoqués comme de la vulgaire chair à canon. Accroissant sa prise, il lui crache au visage qu'il livrait également des prisonnières en pâture à ses supérieurs. Le guerrier rappelle que le traître s'était enfui vers l'ouest avant d'être rattrapé et exécuté 4 mois plus tard par cette héroïne. La mâchoire comprimée, l'humain s'égosille en criant au mensonge, jurant qu'il n'a jamais mis les pieds à l'ouest et ne sert dans la région que depuis 1 an à peine. Cette déclaration inattendue prend le chef de cour et fige net ses gestes menaçants. Il relâche lentement la prise sur le captif et s'enferme dans un silence pesant afin d'analyser cette information. Les yeux rivés au sol, il jauge la situation et comprend que la détresse de l'homme trahit une sincérité incontestable. Gorals réalise soudain que son prisonnier n'a pour l'heure que le simple grade de capitaine, sentant qu'un détail crucial lui échappe. Une fulgurance traverse l'esprit du guerrier, le laissant stupéfait devant une hypothèse insensée. Reculant d'un pas sous le choc, il lui ordonne de donner la date exacte du jour, plongeant le prisonnier dans la plus totale incompréhension.
D'un geste brusque, le colosse empoigne les hardes de l'homme et hurle, pour exiger l'année précise en plus du jour. Crachant du sang, l'officier articule péniblement qu'ils sont le 7 mai de l'an impérial 86. Cette annonce résonne comme un coup de tonnerre pour Gorals, le laissant figé et profondément bouleversé. Il plaque une main tremblante contre son visage, sous le choc, mesurant l'ampleur vertigineuse de cette découverte. Cherchant à reprendre ses esprits, il tourne les talons et s'éloigne, tandis que l'homme crie pour savoir où il va. L'ancien capitaine se débat sur son siège en réclamant sa libération, arguant qu'il a répondu sans détour à toutes les questions. S'arrêtant net, Goral jette un regard par-dessus son épaule et glisse d'un ton glacial qu'il a failli omettre un détail. Revenant dans son dos, le chef des peaux vertes lui rappelle qu'il a jadis prononcé un serment qu'il n'avait jamais pu accomplir. Un souvenir cuisant refait surface, lui rappelant l'instant précis où il avait juré d'anéantir ce misérable traître s'il croisait de nouveau sa route. Sans la moindre hésitation, ses mains puissantes empoignent la tête du captif par surprise. Une torsion sèche et implacable brise la nuque de l'humain sur le cou, clôturant définitivement l'interrogatoire dans cette grange. Contemplant la dépouille, le maître murmure d'une voix sourde qu'il a enfin honoré sa vieille promesse. Une fois dehors, ses pensées restent obnubilées par cette fameuse année impériale dévoilée par sa victime. En observant sa propre paume, il prend conscience qu'il a été renvoyé 5 ans en arrière avant sa défaite finale. L'évidence s'impose enfin à lui. En plus d'avoir été réincarné dans une autre enveloppe charnelle, il a traversé le temps. Poussant le battant de bois, le seigneur du clan s'avance d'un pas résolu, le regard métamorphosé par cette révélation. Foulant l'herbe du campement paisible, il se dirige vers la jeune captive assise au sol. Planté devant elle, il vérifie l'identité de Ayane et lui demande un instant d'attention en privé. La jeune femme se redresse vivement avec une pointe de maladresse, acquiesçant d'un signe pour écouter ses paroles. Non loin de là, la petite Mive épie leur échange par-dessus la palissade, le regard lourd de méfiance. Une douce brise fait bruisser le feuillage des arbres, apportant un rare instant de sérénité au cœur des bois. Désormais isolé à l'orée des sous-bois, ils marchent côte à côte pendant que Gorals entame sa mise en garde. Son devoir accompli, Gorals referme la porte et retrouve son masque d'autorité impitoyable à la tête du clan. D'un regard ferme, il lui signifie sans ambiguïté qu'il ne pourra lui garantir une sécurité sans faille dans ce périple. Il la prévient que la suite du chemin sera bien plus rude que toutes ces épreuves passées et qu'elle devra assurer sa propre survie. Voulant en avoir le cœur net, le guerrier lui demande si son choix est maintenu, ce à quoi elle répond avec une détermination sans faille. Le colosse la toise un instant en silence, validant sa résolution avant de lui ordonner de retenir une formule essentielle. Articulant des sonorités gutturales ancestrales, il lui enseigne la phrase précise qui la désignera désormais comme le butin de guerre personnel d'un gobelin. Déroutée par ce dialecte étrange, la jeune femme se tord les mains avec nervosité et lui demande d'éclairer le sens exact de cette appellation. Il lui explique que tant qu'elle prononcera ces mots, la plupart des créatures se tiendront à distance, tout en lui rappelant que sa survie relève de sa seule responsabilité. Ayane assimile précieusement chaque conseil tandis que le chef lève un doigt pour lui imposer une ultime condition. D'un ton parfaitement serein, il lui accorde la liberté absolue de partir dès qu'elle le souhaitera si jamais elle venait à changer d'avis. Rassurée par cette protection, la jeune femme baisse timidement les yeux et le remercie pour son aide inestimable. Prenant un peu d'assurance au fil de leurs pas, elle s'adresse poliment à son protecteur pour solliciter une modeste faveur. Morte d'appréhension et un peu mal à l'aise, elle ose enfin demander s'il existe un recoin d'eau pour pouvoir se laver. Le chef marque un court silence avant d'appeler bruyamment Mive, qui sursaute de terreur en se sachant démasquée. Désignant la jeune femme du doigt, il ordonne à sa subordonnée de propager l'ordre selon lequel cette humaine est désormais sa possession exclusive. Le soleil illumine les toits de chaume des huttes, soulignant le calme de ce campement retiré de toute civilisation. Une grande toile blanche dressée en plein air emprisonne d'épaisses volutes de vapeur tiède. Patientant non loin du voile, Gorals discute tranquillement avec le vieux chasseur humain rallié au groupe. Le vieillard se gratte la nuque avec gêne en s'excusant pour le dérangement, admettant qu'il ne cesse d'accumuler les dettes envers le guerrier bien malgré lui. D'un ton décontracté, le chef lui intime de ne point s'en faire, affirmant que les vieux comptes sont désormais soldés. Il ajoute d'ailleurs que sa troupe avait prévu d'évacuer la dépouille du capitaine Félon de toute manière. Le chasseur lâche un rire amusé en confiant qu'il comptait se servir du cadavre comme appât, constatant la haine viscérale que le chef vouait à cet individu. Reprenant son sérieux, le vieil homme souligne que nul dans la région ne pouvait encadrer la garde corrompue de cette garnison. Il se remémore les temps sombres où cet officier véreux rançonnait sans pitié les paysans pour leur dérober leurs vivres. Le chasseur avoue que ces ordures humaines sont la raison pour laquelle il a été contraint de vendre sa lame dans l'ombre comme mercenaire. Deux membres du clan traînent le cadavre inerte du gradé dans la poussière, le vieil homme affirmant que sa mort fera bien des heureux. Leur échange est écourté par l'arrivée de la petite archère, toute excitée et portant une pile de vêtements soigneusement pliés. Elle demande où déposer les tenues négociées au marché pour la nouvelle venue, surprenant le vieil homme par tant de sollicitude. À l'abri des regards, Ayane se délasse dans l'eau chaude tout en répétant péniblement les mots protecteurs dictés par son sauveur. Mive lui crie de baisser d'un ton, lui faisant comprendre que tout le campement a déjà parfaitement enregistré la consigne. Marchant seul sous les frondaisons, Gorals baisse la tête pour mettre de l'ordre dans le tourbillon de ses pensées. Il récapitule les faits en silence. Abattu par l'épée sainte, il s'est vu offrir une seconde chance grâce à ce bond dans le passé. Voyant les pièces du puzzle s'assembler, il en déduit que ses anciens bourreaux sont encore tous en vie et poursuivent leur route.
une vive exaltation s'empare du seigneur à la peau verte, qui serre les poings en mesurant l'aubaine qui s'offre à lui. Il pousse un soupir de soulagement en constatant que les cartes ont été totalement redistribuées en sa faveur et qu'il peut empêcher bien des drames. Le regard vibrant d'espoir, il comprend que la femme qu'il aimait jadis doit être vivante quelque part en ce monde. Le souvenir déchirant où il tentait de protéger sa compagne au cœur du champ de bataille lui transperce à nouveau le cœur. L'image de son doux sourire murmurant son ancien nom d'humain réchauffe l'âme de la créature. Immobile sous la pluie battante au campement, il jure de toute son âme qu'elle n'aura pas à subir un sort funeste cette fois-ci. Le visage durci par la rage, Goral se fait le serment de réduire ce monde en cendres s'il le faut pour assurer sa protection. Bien plus loin, la pénombre des bois dévoile une scène macabre où un corps pend par les pieds à une branche. C'est alors qu'un soldat porteur d'une torche s'avance entre les troncs et découvre la dépouille suspendue. En s'approchant, la lueur révèle les traits cadavériques et meurtris de l'ancien capitaine de garnison. Juché sur sa monture, un cavalier demande avec stupeur s'il s'agit bien du corps de Sang Jun. L'archère de l'escouade pousse un lourd soupir, se demandant si ces bêtes étaient obligées d'exhiber le corps d'une façon aussi sinistre. Le mage aux cheveux bleus rapporte avoir entendu dire que leur cible était bien loin d'un vulgaire monstre ordinaire. Percevant la tension palpable, le vétéran barbu confie son mauvais pressentiment, conscient qu'ils font face à un péril inédit. Le chef de groupe coupe court aux discussions et ordonne de dépendre la dépouille pour commencer à relever les traces. Prenant les choses en main, l'imposant épéiste demande à chacun de vérifier sans délai ses armes et ses protections. Animé d'une volonté inébranlable, il affirme que la brigade va éradiquer cette menace verte aujourd'hui même. Le chef galvanise ses troupes en leur rappelant, avec fermeté, que ces monstres ont massacré l'un de leurs semblables. Le temps s'écoule et l'on retrouve la forteresse humaine, où les sentinelles crient pour faire ouvrir les lourdes portes. Les gardes sur les remparts annoncent avec soulagement que l'escouade de mercenaires est enfin rentrée d'expédition. Mais en voyant la mine défaite des combattants, l'un des vigiles comprend aussitôt que le capitaine a été retrouvé sans vie. Un homme s'avance d'un pas hautain et demande avec désinvolture s'ils ont mis la main sur la cible. Il s'agit du capitaine Angoul, l'officier tout juste promu pour superviser la sécurité du campement. Le vétéran lui rétorque qu'ils sont arrivés trop tard et que le médecin a formellement reconnu la victime en chemin. À bout de patience, le chef des mercenaires balance une lourde bourse de pièces dans les mains de l'officier. Il précise qu'ils ont inclus une compensation financière supplémentaire puisque la tâche n'a pas été menée à son terme. Pesant l'argent d'un sourire cupide, Angoul rétorque que la mission s'est arrêtée net à la découverte du corps. D'un ton railleur, il leur demande s'ils comptent réellement se démener pour traquer une poignée de vulgaires vermines. L'archère du groupe bout, intérieurement devant le mépris flagrant que ce gradé affiche envers son chef. Chassant l'air d'un revers de main condescendant, le nouvel officier intime aux mercenaires de cesser leur tapage et de vider les lieux. Le vieux guerrier encaisse l'affront sans broncher, soupesant froidement sa bourse. D'un regard en biais acéré, le chef mesure la médiocrité de ce pantin en uniforme. Faisant tinter les pièces d'un geste tranquille, le vieil homme tourne le dos et ignore superbement l'insolent. Une fois loin de la garnison, les compagnons chevauchent sur la route en louant le sang-froid de leur mentor. La jeune archère peste toutefois avec dépit, avouant que son sang ne fait qu'un tour rien qu'en repensant à cet affront. Le mage de la troupe constate que la garde locale les prend pour de simples marchands, oubliant qu'ils sont de redoutables mercenaires. Il relance son supérieur pour savoir si l'officier leur a véritablement octroyé une prime imprévue. Excédée, la jeune femme fulmine contre l'arrogance du capitaine pour une si piètre poignée de pièces. Gardant son calme, le doyen leur explique que cette affaire est bien trop louche pour qu'ils s'en aillent les mains vides. Le jeune homme aux cheveux bleus taquine sa camarade, en lui demandant si elle n'a toujours pas saisi les méthodes de leur maître. Il souligne qu'ils font route vers les habitations pour mener leur propre enquête, validant leur plan d'action. Le chef leur révèle que d'après l'examen du médecin, l'ancien capitaine a subi un supplice méthodique avant d'être achevé. Il détaille la nature des blessures, insistant sur le fait que de simples monstres sauvages n'agissent jamais avec autant de calcul et de froideur. Son constat est sans appel, soit il traque un spécimen totalement inédit, soit une ombre tapie tire les ficelles de cette meute. Pour faire avancer l'enquête, le maître propose de faire escale dans une taverne voisine, afin de glaner les bruits qui courent. La jeune archère s'emporte et sermonne son chef en lui rappelant qu'il avait formellement juré d'arrêter l'alcool. La nuit s'installe et la scène nous ramène au cœur des quartiers rustiques du campement dissimulés dans les bois. Gorals guide la jeune captive jusqu'à une pièce en pierre, lui indiquant qu'elle y logera provisoirement. Émerveillé par l'aménagement, Ayan lui demande si la tribu vit comme des humains, ce qu'il réfute avec une pointe d'ironie. Le guerrier précise qu'il a aménagé cet espace de son mieux afin qu'elle s'y sente à son aise durant son séjour. Touchée par tant d'égards de la part de son ravisseur, la jeune fille rougit et le remercie pudiquement pour toute cette aide. Lui désignant un recoin, il lui ordonne d'y dormir et d'avaler ce que la meute lui apportera par la suite. La jeune femme s'assied sur la couche douillette, savourant le soulagement d'avoir enfin un havre sûr pour se reposer. Observant l'humaine en silence, le guerrier songe aux épreuves qu'elle traverse face à un tel bouleversement. Il lui tourne le dos en grommelant que cet antre reste l'endroit le plus sûr pour elle à l'heure actuelle. Constatant qu'elle a sombré dans le sommeil en un éclair, le chef sourit, en voyant qu'elle a déjà pris ses aises. La jeune femme respire paisiblement et profondément, bien emmitouflée et à l'abri des périls extérieurs. Le guerrier, ayant accompli son devoir, ferme la porte de la chambre et reprend sa position sérieuse de maître du clan. Planté devant une table de bois couverte de cartes, il estime que l'instant est propice pour faire le point sur sa situation.
D'un simple revers de la main, il fait apparaître l'interface lumineuse du système devant ses yeux. Le panneau détaille ses statistiques actualisées, attestant de son niveau 6 et de son nouveau rang de maître de meute. Il s'émerveille de pouvoir invoquer cette fenêtre à loisir, alors que les humains subissaient un quota d'ouverture quotidien. Passant les choix en revue, le guerrier concentre toute son attention sur les voies d'évolution qui s'offrent à lui. Le système affiche une quête de survie de 100 jours, promptant des pièces d'or, ainsi que l'accès à une boutique secrète. Juste en dessous, la progression vers sa prochaine mutation propose des orientations comme assassin ou forgeron. Gorals reste songeur, se demandant si les branches de chaman ou d'archer obéissent aux mêmes règles que celles de ses compagnons de clan. Il se remémore sa vie entière passée le fer à la main, ce qui exclut totalement la moindre reconversion dans le combat à distance. Plantant violemment une dague dans la table, il décrète que la voix du guerrier reste la seule et unique issue pour châtier ses traîtres. Le souvenir de l'officier supplicié lui traverse l'esprit, confortant sa décision. Le point d'orgue de sa vengeance sera Ayuri. Animé d'une rancœur insondable, il jure que même si sa bien-aimée respire encore, chacun d'eux paiera le prix fort pour ses péchés. Le silence vole en éclats quand la petite Mive fait irruption en hurlant qu'elle apporte une grande nouvelle. Surpris par cette entrée fracassante, Goral lui demande ce que signifie tout ce ramdam. Surexcité, l'archère pointe l'extérieur en prétendant que le grand moment est arrivé. Mais le guerrier plisse les yeux, devinant aussitôt une anomalie dans le comportement de sa camarade. Inquiet devant cette attitude étrange, il interpelle doucement Mive pour savoir ce qui ne tourne pas rond. Incapable de contenir ses émotions, elle éclate en sanglots et traite son chef de menteur éhonté. Lui tournant le dos en larmes, elle crie qu'elle le déteste et menace de quitter le camp sur le champ. Complètement désemparé, Gorals lui retient le bras en la suppliant de s'expliquer et de lui donner d'abord sa fameuse nouvelle. Désignant furieusement la pièce voisine, la gobeline exige de savoir pourquoi ce butin de guerre dort dans sa couche. Le poussant contre la paroi, elle lui demande avec angoisse s'ils ont déjà passé la nuit ensemble en cachette. Le cœur brisé, Mive gémit en lui rappelant qu'il est son mal et qu'elle aurait dû être la première. Désespérée, la petite archère serre Gorals de toutes ses forces. Elle lève des yeux embués de larmes, encore toute tremblante après cette méprise. Le guerrier pousse un soupir et lui assure qu'il s'agit de pure baliverne, n'ayant absolument rien fait de tel. En entendant cela, la jeune femme cesse aussitôt de pleurer et lui demande s'il dit bien la vérité. D'un sourire rassurant, le chef lui confirme qu'il n'appartient qu'à elle. Aussitôt, les joues de Mive virent à l'écarlate d'euphorie, persuadé que son heure est enfin venue. Tentant de recentrer le débat, il lui redemande quelle était la fameuse nouvelle urgente. L'archère ouvre de grands yeux, se remémorant brutalement la menace imminente. Désignant le dehors, elle panique et le prévient que les chasseurs de cendres sont à ses trousses. Interloqué par cette dénomination, Gorals lui demande de qui il s'agit. Elle hurle de plus belle le nom de cette brigade, expliquant qu'il s'agit de mercenaires impitoyables. Le chef écorche maladroitement le nom, obligeant sa partenaire à le corriger avec agitation. Il réfléchit un instant, fouillant dans ses souvenirs pour savoir où il a déjà croisé ces mercenaires. Un souvenir fulgurant le percute de plein fouet, le laissant sans voix. Empoignant les épaules de Mive, il lui fait répéter pour être certain qu'il s'agit bien des chasseurs de cendres. Encore sous le coup de la panique, elle lui répond que c'est précisément ce qu'elle s'évertue à lui dire depuis le début. Gorals relâche alors lentement sa prise sur l'archère. Il s'élance à toute allure dans le couloir, furieux de devoir se frotter à ces individus si tôt. La scène nous transporte dans une caverne obscure où des humains fuient à perdre haleine vers la sortie. L'un des jeunes invoqués détale, haletant et harassé par cette course éperdue. Soudain, une créature monstrueuse surgit des ténèbres et abat une faux dans sa direction. Un allié humain s'interpose in extremis et bloque la lourde frappe de sa lame. Le choc repousse la bête en arrière tandis que le jeune homme crie le nom de son sauveur. Gardant sa garde levée, le guerrier ordonne au gamin de reprendre ses esprits et de songer à fuir. L'invoqué reste pétrifié, mesurant à peine le péril auquel il vient d'échapper. Aussitôt, un puissant sortilège de givre pulvérise le monstre, poussant le garçon à se retourner, ébahi par cette frappe providentielle. Émergeant de la galerie, le vétéran barbu se présente comme le commandant de la troupe de mercenaires. D'un ton posé, le vieil homme demande avec bienveillance son nom au rescapé. Assis dans la poussière, le jeune homme reprend son souffle et le remercie du fond du cœur de lui avoir sauvé la vie. Reprenant ses esprits, il se présente sous le nom de Kim Tisson. Au repère des peaux vertes, Gorals gravit les marches à grands pas, suivi de près par Mive, qui tente de suivre le rythme. Il marmonne dans sa barbe qu'il s'attendait bien à faire du bruit, mais certainement pas à attirer ces mercenaires-là. S'arrêtant net, il lui demande où la troupe a été repérée pour la dernière fois, ce qui rend l'archère anxieuse. Pendant ce temps, la redoutable escouade de vétérans prend position devant l'entrée d'un repère au cœur de la forêt. Avisant l'étendard ennemi, l'un des hommes fustige ces ordures qui exploitent lâchement les invoqués. Le maître épéiste scrute les lieux d'un œil sévère et s'assure que chacun a bien en tête les ordres de mission. La tireuse du groupe confirme, nettoyer l'antre, libérer les otages et enquêter sur le mystérieux chef gobelin. Satisfait de ce rappel, le doyen dégaine ses lames et sonne le coup d'envoi de l'assaut. Près de l'entrée rocheuse, une bande de brigands sans scrupules festoie autour d'un feu de camp improvisé. Entendant des bruits de pas dans les flaques, les bandits se retournent, médusés par l'arrivée des mercenaires. L'un des scélérats bondit, furieux, et hurle pour savoir qui sont ces intrus qui osent troubler leur camp. D'une politesse exemplaire, le vieux chef leur demande de relâcher les otages de leur plein gré, mais les malfrats s'indignent de cette requête et rejettent brutalement toute négociation. L'un d'eux brandit férocement une hache et ordonne à tous d'éliminer les arrivants.
La horde de malfrats fonce à toute allure en poussant des cris de guerre, armes levées. Le vétéran pousse un profond soupir en constatant qu'aucune conciliation n'est possible. Un truand chauve se précipite en tête, jurant à ses adversaires qu'ils ont choisi le mauvais endroit pour faire la loi. En un éclair, la lame du maître fend l'air et entaille sévèrement le bras du bandit. L'assaillant pousse un cri perçant sous l'atroce douleur de la blessure. Sans leur laisser le moindre répit, le vieil épéiste fend les rangs ennemis en enchaînant des frappes nettes et chirurgicales. Avec une agilité magistrale, le commandant fauche plusieurs cibles en une seule ruée. Affolés par la puissance du vieil homme, les survivants hurlent à leurs archers de faire feu sur lui. Mais avant d'avoir pu bander leur arc, les tireurs sont foudroyés par des tirs millimétrés. L'archère de l'escouade abaisse son arme d'un sourire narquois, traitant les brigands d'incapables. La panique gagne les bandits, qui réclament l'appui immédiat de leur mage. Impassible au milieu de la déroute, le vétéran poursuit sa charge et fauche tous ceux qui tentent de lui barrer la route. La précision de ses assauts est telle qu'il neutralise un nouvel adversaire avec une netteté déconcertante. Debout au milieu des corps à terre, l'épéiste souffle un coup et fait remarquer avec humour que le poids des ans commence à se faire sentir. C'est à cet instant qu'un projectile de givre foudroyant est tiré en traître dans sa direction. La jeune archère aperçoit l'attaque et hurle à son mentor d'esquiver sans tarder. Le sortilège s'abat lourdement sur le sol, déclenchant une déflagration glacée à l'endroit précis où il se tenait. L'impact soulève une brume givrante et fait éclater la roche sous le choc thermique. L'équipe se resserre autour de son chef tandis qu'une voix narquoise demande qui sont ces imprudents. Le doyen scrute le nuage de vapeur d'un œil sévère paré au véritable affrontement. Fendant la brume, le sorcier ennemi apparaît en lévitation au milieu d'un blizzard déchaîné. Pétri de suffisance, il reproche aux mercenaires d'avoir perdu la raison en osant se mêler de ses affaires. L'arcaniste plane au-dessus des ruines d'un air hautain, dominant le champ de bataille dévasté. Le jeune mage de l'escouade remonte ses lunettes sur son nez et réplique sèchement que c'est plutôt l'assaillant qui a perdu la tête. D'un regard pénétrant, il analyse les flux magiques qui émanent de son rival. Il déplore qu'un individu doté d'un tel potentiel magique ait choisi de se commettre avec une bande de brigands minables. Sans cacher son mépris, le jeune homme le traite de vulgaire déchet pathétique. Piqué au vif par cet affront, le sorcier ennemi esquisse une grimace sadique et menaçante. Fou de rage, il hurle que ce blanc-bec l'a bien cherché et qu'il va périr sur le champ. Concentrant son mana, le félon matérialise un colossal épieu de glace prêt à transpercer les mercenaires. Le jeune mage aux mèches bleues garde une contenance impériale face au danger. Stupéfait, l'ennemi chauve ne comprend pas pourquoi son sort refuse d'obéir à sa volonté. Tisung façonne l'énergie de givre de son adversaire entre ses doigts et lui demande avec sarcasme si c'est bien ce tour qu'il cherchait à exécuter. Terrifié, le sorcier recule en le qualifiant d'antimage et en exigeant de savoir comment il a pu dérober son sortilège. Pointant un doigt vers lui, le garçon rectifie son interlocuteur en dévoilant sa véritable classe de voleur de sorts. D'un simple claquement de doigts, il projette la lance de glace qui percute violemment le criminel en plein torse. Le choc balaye le sorcier félon et neutralise la menace de façon définitive. Satisfait de sa démonstration, le jeune homme souffle négligemment sur ses doigts après cette frappe magistrale. Pendant ce temps, le vétéran barbu rejoint sa brigade et confirme que la zone est entièrement pacifiée. Agacée par les manières de son camarade, la jeune tireuse peste contre Tisang en le traitant d'imbécile. Elle lui reproche avec véhémence d'avoir supprimé le mage au lieu de le capturer vivant afin de l'interroger. Rétablissant le calme, le doyen leur ordonne de cesser leur querelle et de veiller sans tarder au bien-être des captifs. Obtempérant à cet ordre, les deux acolytes emboîtent le pas de leur mentor à travers le relief rocailleux. En chemin, l'épéiste chuchote à ses troupes d'avancer prudemment après avoir perçu des bruits de pas devant eux. Observant la scène tapie dans l'ombre des taillis, Goral scrute l'attitude de ses mercenaires et reconnaît leur profonde bienveillance. Soudain, une alerte stridente du système fait sursauter le chef gobelin au fond de sa cachette. Une fenêtre éclatante s'ouvre, signalant la présence d'ennemis d'une puissance redoutable à proximité immédiate. L'interface affiche les fiches détaillées de la compagnie de mercenaires qui vient d'entrer sur ce territoire. La quête générée ordonne au clan d'exterminer ses cibles sans le moindre délai. Découvrant la mission, le guerrier maudit son sort face à cette funeste coïncidence. Il s'enferme dans un bref silence pour peser toutes les options envisageables. En proie au doute, Goral plisse les yeux et arrête un choix déchirant. Ne perdant pas un instant, il tend le bras et interagit avec la console lumineuse. Un signal rouge écarlate l'informe que renoncer à cette mission entraînera une lourde pénalité sur la renommée du clan. Pleinement conscient du lourd tribut à payer, Gorals valide l'annulation et se résigne à en assumer les conséquences. Une cascade d'avertissements retentit sans interruption pour lui signifier des pertes d'expérience et des blocages de progression, poussant le guerrier à exiger le silence. Méditant sur son geste, il se rappelle que ces humains furent les seuls à lui porter secours autrefois, sans jamais rien exiger en retour. Tenu par une dette d'honneur, le chef se jure d'éviter coûte que coûte tout affrontement direct avec cette escouade. Pendant ce temps, un panneau de bois vermoulu annonce l'entrée paisible du village de Pendleton. Accourant à travers les portes de bois, un jeune garçon crie de toutes ses forces pour annoncer l'arrivée tant attendue des mercenaires. Juchés sur leur monture, les héros avancent paisiblement sur le chemin de terre, escortant les captifs enfin libres. Les habitants applaudissent avec ferveur, rendant hommage à la troupe pour avoir mené à bien cette opération. Des familles entières se précipitent en larmes pour étreindre leurs proches revenus sains et saufs. Témoin de ces retrouvailles émouvantes, le vieux chef ressent une immense fierté pour la mission accomplie. Le doyen du village s'incline respectueusement devant eux pour leur témoigner sa gratitude éternelle.
Ému, le vieillard déplore que la garnison locale se contente de lever de lourdes taxes sans jamais lever le petit doigt pour assurer leur sécurité. Il leur tend une bourse contenant la récompense convenue, s'excusant humblement de ne pouvoir offrir davantage. L'épéiste accepte la somme avec modestie, lui affirmant que ce montant comble amplement ses compagnons. Profitant de l'échange, le commandant demande d'un air anodin si des rumeurs ont circulé au sujet d'un gobelin agissant dans le secteur. Surpris par l'attention portée à une créature réputée si faible, le chef de village prête l'oreille aux demandes de renseignements des mercenaires. Bien loin d'ici, Jiangyan observe discrètement les abords d'un entrepôt en pierre au sein du campement gobelin. Elle avance à pas compter, découvrant ce lieu rustique avec une vive curiosité. La jeune humaine explore les lieux pour comprendre la façon dont cette tribu organise ses réserves. Un bruit inattendu attire son regard, la faisant pivoter au moment où une petite gobelin surgit en appelant joyeusement sa mère. En trottinant maladroitement, la petite créature laisse échapper plusieurs fruits violacés sur les dalles. Ayan s'accroupit doucement et entreprend de ramasser les fruits éparpillés. Non loin d'elle, la petite bête observe la scène en silence, le regard empreint d'une grande timidité. Tendant ses mains avec douceur, elle lui restitue la nourriture en lui demandant si elle en a envie. Acceptant le présent, la fillette attrape les fruits et s'apprête à repartir, tout sourire. Elle serre les baies contre sa poitrine, ravie de cette petite douceur inattendue. Dans un élan d'affection spontanée, la petite saute au cou de la jeune femme et lui en serre les jambes, lui arrachant un sursaut de surprise. L'enfant lève vers elle de grands yeux pétillants, qui témoignent d'une confiance totale. Attendrie par tant d'innocence, Ayan lui caresse doucement le crâne en la félicitant avec tendresse. Cet instant de grâce est brusquement brisé par un son métallique qui résonne dans la conscience de la jeune femme. Une interface système s'ouvre sous ses yeux, lui proposant une quête d'apprentissage où elle doit exécuter une créature pour obtenir une compétence unique. Une lame affûtée repose contre la cloison à portée de main, mettant sa conscience à rude épreuve. Refusant de céder à la violence, elle se détourne de l'arme et ramène ses genoux contre elle, bien résolue à n'infliger aucun mal aux êtres de ce campement. Une nuit constellée d'étoiles enveloppe la forêt silencieuse où les mercenaires ont dressé leur bivouac. De copieuses brochettes de viande rôtissent doucement au-dessus des braises pour le repas du soir. Près du foyer, l'archère annonce que le dîner est servi, mais le doyen invite la jeunesse à se restaurer en premier. Notant l'air pensif de son mentor, elle lui demande quelle ombre trouble ainsi ses pensées depuis le début de la journée. Lissant sa barbe, le vétéran confesse que la cible qu'il traque présente des aspects fort troublants. Il fait remarquer que les attaques menées par cette créature ont exclusivement ciblé des invoqués et des soldats armés jusqu'aux dents. Poursuivant sa réflexion, le vieux guerrier insiste sur le fait que ce monstre a su éliminer des Tsips, sans jamais s'attirer l'hostilité de la population locale. Cette déduction laisse Tisong pantois, incrédule à l'idée qu'un tel monstre puisse faire preuve d'un tel discernement. Le maître avertit ses recrues que l'affaire est bien plus complexe, se remémorant sa discussion avec le chef du village. Il rapporte les bruits de couloir selon lesquels cette créature manierait le langage humain avec une aisance absolue. Jugeant cela totalement insensé, la jeune fille éclate de rire et accuse son supérieur de broder des fables. Leur échange est subitement interrompu par des bruits de pas écrasant le tapis de feuilles mortes. Une voix imposante résonne dans la pénombre, appelant directement les mercenaires par le nom de leur compagnie. Goral s'avance alors d'un pas mesuré entre les troncs d'arbres, s'exposant à découvert sans la moindre crainte. En état d'alerte maximale, les mercenaires dégainent instantanément et se mettent en garde. Impassible face à cette irruption, le doyen constate que le chef à la peau verte s'est déjà bien renseigné sur leur compte. Affichant une parfaite assurance, le seigneur gobelin préfère écourter les formalités pour entrer directement dans le vif du sujet. La tension s'enflamme quand la petite Mive décoche une flèche vive en guise de sommation agressive. Le jeune mage Tisung réagit au quart de tour et intercepte le trait en plein vol à main nue, faisant étalage de ses formidables réflexes. Surpris par cette vive escarmouche, les membres de la troupe se regroupent en position de combat au milieu des bois. Faisant preuve d'un calme imperturbable, le jeune homme fait savoir qu'il a bien reçu le message, tout en les priant poliment de ne point récidiver. Au loin, Gorals avait déjà ordonné à ses alliés d'assiéger lourdement le village de Pendleton. Fixant froidement les humains, le chef à la peau verte assure que la meute sait exactement quoi faire de ce village s'il ne revient pas rapidement. Taesong réalise avec stupeur que le monstre utilise le village comme otage, tandis que l'archère du groupe admet que le vieux chef avait raison. Complètement dérouté par la tournure des événements, le jeune homme aux cheveux bleus veut comprendre le véritable sens de ce piège. Goral se désigne avec une ironie mordante, leur demandant s'il croyait vraiment qu'il avait fait tout ce chemin simplement pour bavarder. Il précise pourtant qu'il réclame seulement un instant d'attention, incitant le vétéran barbu à s'asseoir par terre pour l'écouter. Le chef mercenaire accepte de l'écouter, et le guerrier vert exige aussitôt qu'il cesse de le traquer et quitte la région. Avec un sourire amical, le vieil homme explique que leur mission consiste à abattre la créature qui s'en prend aux humains, mais lui propose un marché s'il met fin à ses attaques. Rejetant l'offre sur le champ, Gorals affirme que certaines cibles humaines précises doivent être abattues et qu'il n'aura de cesse d'y parvenir. Le vieux mercenaire jauge cette intransigeance et fait remarquer que la créature est incroyablement intelligente, mais bien piètre négociatrice. Il soupire alors avec regret, conscient qu'aucun terrain d'entente pacifique ne pourra être trouvé ainsi. Reprenant la parole, le chef vert avertit d'un ton sombre qu'il n'est pas venu marchander mais pour leur éviter une fin tragique. Il accorde un délai strict d'une seule semaine à l'escouade humaine pour évacuer entièrement le territoire. Le regard perçant, le guerrier déclare que c'est l'ultime marque de courtoisie qu'il leur accordera.
Pendant ce temps, au campement de la tribu, Ayan observe l'agitation ambiante d'un air pensif et serein. Un petit gobelin savoure un fruit violet juste devant elle, respirant l'innocence à même la terre battue. Crispée par la quête lumineuse du système, la jeune humaine empoigne la garde d'une lourde épée avec une angoisse palpable. Elle serre fermement l'arme d'acier, tentant de rassembler le courage nécessaire pour commettre l'irréparable. Mais la petite créature lui tend son fruit pour lui en offrir un morceau, contrastant cruellement avec l'ordre du système qui lui intime d'éliminer un monstre. La nuit silencieuse enveloppe le petit bivouac des mercenaires au milieu des taillis, bien loin de cette tension. Pressentant une anomalie, l'archère de l'escouade tourne brusquement la tête et comprend qu'ils sont épiés de près. Tapis dans l'ombre, des assassins masqués identifient leur proie et ordonnent de ne pas abîmer le visage des victimes. L'un des sbires esquisse un sourire répugnant et propose d'abattre d'abord les hommes, comptant bien s'amuser avec la fille ensuite. Préparant cette lâche embuscade, le chef du groupe remonte son masque et donne le signal de l'assaut. Pourtant, il se ravise aussitôt et ordonne de patienter en voyant une présence inattendue surgir dans la zone. L'assassin se fige, totalement interdit en voyant Goral s'avancer seul dans les ténèbres, incapable de comprendre ce qu'un gobelin fabrique là. Revenant à l'issue de l'entrevue, Gorals réitère que sa seule intention est d'épargner aux mercenaires une tragédie inutile. Il insiste à nouveau sur le délai d'1 semaine, faisant peser une lourde responsabilité sur les épaules du vétéran barbu. Il ajoute une condition capitale, exigeant qu'ils hissent un drapeau blanc dès le 5e jour en gage d'acceptation. Le ton se fait particulièrement grave quand le guerrier prévient que si leurs routes se croisent à nouveau, il sera sans pitié. D'une voix empreinte de sincérité, il supplie les humains de ne pas transformer cette situation en un désastre pour les deux camps. Le chef mercenaire fixe le monstre dans un silence tendu, pesant attentivement chaque parole reçue. Satisfait d'avoir délivré son avertissement, le chef vert tourne les talons et s'enfonce paisiblement dans la pénombre des bois. À cet instant précis, l'un des assassins en embuscade subit une attaque éclair dans le dos et s'effondre, neutralisé net. Le reste de la bande est sous le choc, se demandant si les héros ont pactisé avec la créature et comment un tel monstre parvient à parler. Terrorisé par la tournure des événements, le chef des spadassins ordonne de battre en retraite et de rentrer au quartier général de la garde. Le silence retombe sur le carrefour forestier au cœur de la nuit, après la fuite lâche des bandits. De retour au repère des peaux vertes, le petit gobelin continue de grignoter son fruit violet, inconscient du moindre danger. Témoin d'une joie si sincère, le cœur de Ayan s'attendrit et elle ressent un soulagement immense. La fillette insiste pour partager son encas en tendant ses petits bras, ce qui pousse la jeune humaine à renoncer à toute idée hostile. Arpentant fièrement les galeries de pierre, Gorals est acclamé par ses compagnons qui saluent leur grand capitaine. Le chef tourne la tête avec inquiétude en entendant un remue-ménage soudain provenir de l'entrepôt. Il s'arrête net sur le seuil de la pièce rustique, pris de court par le spectacle qui s'offre à lui. Trouvant la situation saugrenue, le maître interpelle Ayan et lui demande ce qu'elle fabrique. La jeune femme se retourne avec un large sourire bienveillant, couteau en main, montrant le fruit soigneusement épluché. Avec une adorable moue, l'enfant monstre explique que la peau est immangeable et que la gentille humaine a promis de tout peler pour lui. Le guerrier vert en a des sueurs froides d'incompréhension, stupéfait de voir à quelle vitesse cette fille s'adapte à sa captivité. Reprenant un ton sévère, il conseille à la captive de ne pas s'attacher si elle ne compte pas passer le reste de ses jours parmi la tribu. Un peu gênée par ce reproche inattendu, la jeune femme glousse nerveusement en jurant qu'elle ne faisait que préparer un goûter. Le chef masque son embarras en portant la main à son front, tandis que Ayan caresse la tête du petit en l'invitant à manger sans se presser. Loin des montagnes, l'aube radieuse éclaire l'imposante cour d'entraînement de la 13e unité militaire. Dans la salle des impôts, plusieurs officiers humains sont concentrés sur les registres étalés sur leurs bureaux. Une plume gratte vivement le parchemin, achevant la rédaction d'un énième bilan financier de la garnison. Un scribe remet le registre de compte directement entre les mains du cupide capitaine Kim Angul, fraîchement promu. Avec un sourire perfide, l'officier corrompu ordonne de gonfler les chiffres pour s'en mettre plein les poches. Gêné par cette magouille, un vieux garde suggère de garantir au moins la solde honnête qui revient de droit aux mercenaires. Sans la moindre once de scrupule, le nouveau capitaine avoue avoir envoyé des assassins d'élite éliminer l'escouade de mercenaires dans la forêt. Il ricane sadiquement en ajoutant que ces braves héros ne pourront toucher leur paye que s'ils sont encore en vie. Le claquement brutal de la porte en bois interrompt net cette sombre conversation. Un subordonné déboule essoufflé dans le bureau, annonçant que l'équipe d'assassins est déjà de retour. Le commandant corrompu s'agite avec avidité, réclamant aussitôt les têtes coupées pour valider la prime. En sueur, le messager bafouille que l'assaut a lamentablement échoué, mais que la bande a un rapport urgent à transmettre. Furieux de cet échec cuisant, Angul pèse contre leur incompétence et exige de savoir ce qui peut bien être si crucial. 4 jours s'écoulent et le couchant orangé illumine le carrefour isolé au cœur du territoire conquis. Assis au bivouac, le chef vert songe qu'il n'a reçu aucune nouvelle des mercenaires et se demande s'ils ont accepté la trêve. Résolu à en avoir le cœur net, il décide d'aller vérifier si le drapeau blanc a été planté à l'endroit convenu. À ses côtés, le petit monstre appelle Ayan grande sœur dans la langue des hommes, ce qui réjouit profondément la jeune captive. Gorals annonce qu'il s'absente un instant et grommelle en lui interdisant d'apprendre cette langue à l'enfant. Soudain, la petite Mive surgit de nulle part en sprintant de toutes ses forces, trempée de sueur et à bout de souffle. L'archère lui tend le bras en criant son nom, avant de s'arrêter net devant lui pour reprendre sa respiration. D'un regard à la fois curieux et soucieux, sa compagne lui demande où son homme compte se rendre seul à une heure pareille.
La nuit s'abat en silence sur la forêt, éclairée seulement par un mince croissant de lune. Marchant tranquillement au milieu des arbres, Gorals repère un détail dans l'obscurité et reconnaît un drapeau blanc. Poursuivant sa marche, le chef vert en déduit avec soulagement qu'ils ont bien suspendu l'étoffe, évitant ainsi tout affrontement avec les mercenaires. Il s'avance vers la lance fichée en terre où flotte la toile blanche afin de constater l'accord de paix. Pourtant, un léger bruissement lui fait plisser les yeux. Quelque chose cloche dans ce décor. Plusieurs silhouettes armées surgissent brusquement pour encercler le guerrier dans la clairière humide. Les hommes crient déjà victoire, ébahis d'avoir véritablement déniché la créature verte douée de parole. Exaspéré par cette embrouille, le chef leur demande qui diable ils sont. Le meneur annonce fièrement qu'ils appartiennent à la 13e unité de garde et que sa capture vivante vaut une coquette somme en pièces d'argent. En cochant une flèche, un sbire ricane en prévenant qu'ils vont simplement lui estropier un peu les bras et les jambes. Sans perdre un instant, la troupe charge furieusement, persuadée qu'une cible isolée sera une proie facile. Impassible et glacial, Gorals dégaine sa lame d'un geste fluide. Le premier garde se jette en avant avec une lourde lance en lui hurlant de se rendre. D'une aisance déconcertante, Gorals esquive la pique d'un simple pas de côté sans le moindre effort. Profitant de la garde totalement ouverte de son adversaire, le colosse pivote sur ses appuis pour décocher une riposte mortelle. La nuit s'étend en silence sur la forêt, faiblement éclairée par un croissant de lune. Marchant sereinement sous les arbres, Goral aperçoit tout détail dans l'obscurité et reconnaît le drapeau blanc. Sans ralentir le pas, le chef déduit avec soulagement que les mercenaires ont tenu parole, ce qui évitera un bain de sang. Il s'approche de la lance plantée dans le sol pour inspecter l'étoffe flottante au vent et s'assurer de l'accord. Cependant, un bruit suspect l'alerte aussitôt. Il comprend que tout ceci n'est qu'un leurre. Plusieurs ombres armées jaillissent brusquement et encerclent le guerrier dans la clairière humide. Les assaillants jubilent, émerveillés d'avoir réellement mis la main sur la créature verte qui parle. Agacé par cette embuscade, le chef leur demande qui ils prétendent être. Leur meneur révèle qu'ils appartiennent à la 13e unité de garde et que sa capture vivante leur vaudra une belle prime. Bandant son arc, l'un des gardes prévient avec ironie qu'ils se contenteront de lui perforer les membres. Sans hésiter, la troupe se rue sur lui, convaincu de triompher sans peine d'un adversaire solitaire. D'un sang-froid absolu, le guerrier tire son épée d'un geste précis. Le premier soldat fonce lourdement avec sa lance en lui ordonnant d'abandonner le combat. Avec une aisance insolente, Gorals glisse sur le flanc et évite l'estoc sans ciller. Exploitant l'ouverture béante, le titan amorce un demi-tour meurtrier pour abattre son assaillant. Pris de panique pour sa propre survie, l'homme fait volte-face et détale à travers les fourrés en maudissant son erreur. Devant cette fuite pathétique, Gorals pousse un long soupir d'exaspération face à tant de médiocrité. Il s'avance tranquillement vers la hampe et constate que les mercenaires avaient bien dressé le drapeau, mais que les gardes en ont profité pour tendre un piège. Le guerrier arrache la lance du sol d'un coup sec, résolu à s'en aller et à clore définitivement cette affaire. Soudain, la terre explose violemment autour de lui, prenant le chef vert totalement au dépourvu. En une fraction de seconde, un trait incandescent fend l'air et le percute en plein thorax, lui arrachant une quinte de toux sanglante. L'impact calcinant entaille son armure, trahissant un tir magique d'une redoutable précision. Incapable d'encaisser le souffle du tir, le chef vacille et s'effondre à la renverse dans la boue. Plaqué contre l'herbe détrempée, il serre les dents pour surmonter la douleur cuisante de cette blessure inattendue. À travers le nuage de poussière, la silhouette d'un tireur se dessine, préparant une nouvelle salve à distance. Les yeux écarquillés, le guerrier cherche à voir qui a bien pu loger un tir d'une telle justesse. La fumée se dissipe et dévoile la jeune archère des mercenaires, affirmant avec rage qu'ils auraient dû régler son compte dès le début. Désarçonné par une telle trahison, Gorals contemple le projectile fiché dans sa chair, sans comprendre pourquoi elle l'attaque alors que le signal de paix avait été hissé. L'humaine s'avance en tendant à nouveau sa corde, jurant que bien des malheurs auraient été évités s'il s'était montré plus expéditif. Bravant la douleur fulgurante, le chef vert prend appui sur sa lame pour se redresser et éliminer la menace. Sa main se crispe sur la garde avec une rage indicible, prêt à livrer un combat sans merci. Pourtant, un éclair surgissant de l'ombre attire son regard et le prend totalement de court. La petite Mive bondit gracieusement dans les airs et décoche une flèche droite sur la tireuse humaine. Prise de court par cette intervention imprévue, la mercenaire fait un bond en arrière pour esquiver le tir létal. La jeune alliée se réceptionne fièrement devant Gorals, qui murmure son nom avec admiration. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, la petite archère affirme haut et fort qu'elle est venue défendre son homme. Foudroyant ses ennemis du regard, Mive hurle qu'elle ne laissera personne lever la main sur son bien-aimé. La tension dans la forêt nocturne atteint son paroxysme avec l'irruption des renforts de la tribu des peaux vertes. Brusquement, le jeune mage aux cheveux bleus est projeté au sol à quelques pas de là, s'étalant lourdement. Le jeune homme relève la tête, sonné, et comprend qu'ils ont été encerclés par les monstres sans s'en rendre compte. Art tendu sur les humains, la jeune gobeline crie dans sa langue natale qu'elle protégera son maître au péril de sa vie. La mercenaire toise la fureur de sa rivale d'un œil dur, comprenant parfaitement la menace malgré la barrière de la langue. Le récit remonte alors 2 jours avant cet affrontement, au cœur d'une imposante bâtisse de pierre occupée par la garde. Dans la pièce close, des mains cailleuses enchaînées à de lourdes entraves de fer reposent sur une table massive. La jeune tireuse et le mage bleu patientent face à un officier corrompu qui mène un bien sombre interrogatoire. Le sergent humain affiche un cynisme décomplexé en toisant le duo d'un air goguenard. D'un ton railleur, l'arrogant personnage demande s'il doit désormais les qualifier d'escouade de traîtres. Ulcérée par cette accusation infondée, la jeune femme rétorque qu'elle ignore d'où il sort un mensonge aussi grotesque.
Elle hausse le ton et clame avec rage que leur groupe n'a jamais passé le moindre pacte avec des monstres. Le sergent se gausse de sa colère et réplique que leur vieux maître a pourtant livré une toute autre version. Un souvenir douloureux ressurgit, montrant le vieux chef enchaîné dans les geôles et roué de coups, s'accusant de tout pour épargner ses jeunes protégés. Mesurant le sacrifice héroïque de son mentor, l'archer serre les dents, partagé entre un chagrin immense et une rage sourde. Faisant tourner une petite clé entre ses doigts avec condescendance, l'officier annonce qu'il est venu là expressément pour les relâcher. Les lourds verrous cèdent enfin, délivrant les poignets des mercenaires de l'emprise glaciale des fers. Le jeune homme aux cheveux bleus se frotte les poignets avec soulagement, mais demande aussitôt quel sort est réservé à leur mentor. D'un calme glacial, le garde brandit un parchemin officiel scellé. Il précise qu'il s'agit du rapport officiel destiné au haut commandement, détaillant les prétendus crimes du vétéran. Il énumère les fausses accusations de complicité avec les peaux vertes qui ont pris d'assaut la base et exécuté l'ancien commandant. Dévorée par la haine devant un tel coup monté, la jeune femme abat violemment son poing sur la table. Elle hurle que c'est précisément ce qu'elle s'évertue à démentir depuis le début, pendant que son camarade s'efforce de la tempérer. Insensible à sa détresse, le sergent sourit perfidement et lui demande de garder son calme si elle veut connaître sa véritable proposition. Il repose nonchalamment le dossier sur la table, précisant avec cynisme que ces documents n'ont pas encore été expédiés à la hiérarchie. La mercenaire et son allié réaffirment leur innocence, écrasés par le poids de ce chantage intenable. L'air goguenard, l'officier leur demande carrément ce qu'ils comptent faire à présent pour sauver leur vieux maître. Poursuivant sa provocation, il souligne qu'il leur manque une preuve irréfutable pour faire pencher la balance en leur faveur. Il exige un gage irrévocable démontrant que leur troupe n'a conclu aucun pacte secret avec les créatures. Plein de fiel, le soldat suggère que rapporter la tête du chef à la peau verte suffirait amplement à régler l'affaire. La tireuse soupèse l'offre et demande si le vieux leader recouvrera la liberté s'ils réussissent cette traque. Confirmant le marché, le sergent les avertit d'un ton narquois qu'ils n'auront que très peu de temps pour réussir. De retour dans la clairière, l'archère mercenaire tend sa corde et raille Mive en lui demandant si elle n'est que la femelle de ce monstre. Bouillante de rage, elle décoche un trait enflammé en jurant de régler son compte au chef adverse en priorité. Mive esquive avec agilité, sentant la chaleur torride du projectile lui frôler le visage. Profitant de son élan, la jeune gobeline bondit et réplique par une rafale de flèches fulgurantes. La mercenaire recule en catastrophe pour parer l'assaut, stupéfaite par la cadence de tir prodigieuse de son adversaire. Acculée contre un tronc d'arbre, l'humaine halète lourdement sous la pression infernale du duel. Voyant le péril, Tessun crie à sa camarade d'ouvrir l'œil car le guerrier vert n'est pas venu seul. Débordante d'assurance, la petite gobeline lance à Gorals de ne pas s'en faire pour une escarmouche aussi insignifiante. Le jeune mage écarquille les yeux en entendant un corps sonner au loin, comprenant qu'elle avait déjà alerté des renforts. Aussitôt, un guerrier de la tribu surgit en brandissant sa hache et en rugissant le nom de la dague de sang. La horde verte déferle à travers les fourrés, acclamant son grand capitaine tout en refermant l'étau autour des intrus. Les guerriers encerclent prestement les lieux, renversant totalement le cours de l'embuscade. Tapis derrière un arbre, la mercenaire peste contre ce retournement de situation et demande s'il compte régler ça sur l'heure. Brusquement, de petites sphères magiques se matérialisent dans l'air juste au-dessus de sa cachette. Les orbes sombres fusent droit sur elle, la contraignant à quitter précipitamment son abri. Par pur réflexe de survie, elle plonge au sol pour esquiver l'impact dévastateur. C'est alors qu'un homme encapuchonné jaillit des branches, l'âme levée pour s'abattre sur elle. Plusieurs tueurs masqués sortent de l'ombre à leur tour et engagent le corps à corps contre les gobelins. Le jeune mage empoigne le bras de sa camarade et lui ordonne de fuir immédiatement pendant le chaos. Furieuse, l'archère se débat pour se dégager, répétant qu'ils doivent capturer le monstre pour délivrer leur chef. Mais Tisung l'attire de toutes ses forces, lui rappelant que s'ils se font tuer ici, le vieux sera condamné à pourrir au cachot. Rendue à la raison par cet argument implacable, elle bat en retraite et le duo s'enfuit à toutes jambes dans la nuit noire. Voyant l'ennemi détalé, les peaux vertes brandissent leurs armes et fêtent bruyamment leur victoire. La petite archère épaule son chef blessé et le supplie de tenir bon le temps de regagner le camp. Le décor se déplace vers l'imposante forteresse de pierre de la tribu, baignée dans le calme feutré des premières lueurs du jour. Le tintement métallique d'une pince déposant une pointe de flèche ensanglantée dans une coupelle résonne dans la pièce. La fillette se tord les mains en larmes, demandant anxieusement si son bien-aimé supporte la douleur. Le chef vert est en sueur et avoue dans un râle que le supplice est tel qu'il a l'impression d'y passer. Allongé sur les dalles de pierre, le guerrier serre les dents pendant que Mive lui promet qu'un remède arrive. Il rumine amèrement l'attitude des mercenaires, furieux d'avoir laissé la situation dégénérer à ce point. Gorals déplore cet échec, confessant qu'il souhaitait simplement laisser ces humains vivre en paix. C'est alors que Mive s'approche avec une fiole, lui présentant un élixir spécial concocté par le vieux chaman Morgzul. Le guerrier observe le liquide ambré d'un œil sceptique et comprend aussitôt que cela ressemble à du whisky pur. Faisant fi de ses doutes, il l'avale d'un trait dans l'espoir d'atténuer ses blessures. Le breuvage lui brûle la gorge et il recrache une gorgée, toussant violemment sous la violence de cet alcool de contrebande. L'archère pouffe nerveusement en avouant qu'elle n'avait pas trouvé de flacon propre et avait versé le remède dans une bouteille d'alcool fort. Comprenant la méprise, le chef termine la bouteille avec rage en jurant de faire payer cher les responsables de son calvaire. La jeune gobeline l'encourage à tenir bon, visiblement angoissée pour la guérison de son aimé. Un lointain souvenir traverse l'esprit du chef, lui rappelant une époque où des humains s'entraidaient encore avec sincérité.
En ces temps difficiles, le vieux chef mercenaire avait refusé toute récompense, demandant simplement de faire preuve de bonté en retour. L'homme secouru à cette occasion l'avait remercié du fond du cœur, jurant de ne jamais oublier sa générosité. D'un sourire bienveillant, le vétéran avait affirmé que la solidarité était la seule règle dans les situations de survie extrême. Rappelé à la réalité de la chambre de pierre, le guerrier vert reprend son souffle et rouvre brusquement les yeux. Voyant qu'il a repris connaissance, la jeune fille lui demande avec joie si son capitaine se sent enfin mieux. Il effleure les bandages sur son flanc, reconnaissant que l'étrange mixture de l'ancien a accompli des miracles. Le maître se redresse doucement et attire sa compagne contre lui dans une étreinte protectrice après cette terrible frayeur. Dans un élan de tendresse et de gratitude, il la serre tout contre son torse et lui promet de toujours veiller sur elle. Ne saisissant pas tout à fait ce revirement, elle murmure son nom, troublée par tant de douceur. Goral caresse tendrement la chevelure de sa compagne, partageant un moment d'intimité privilégié avec elle. Les joues écarlates, l'archère bafouille et lui demande ce qui lui vaut tant d'attention soudaine. Pour toute réponse, le guerrier la serre un peu plus fort, balayant d'un geste toutes ses hésitations d'amoureuse. L'atmosphère s'embrase dans l'antre, alors que les lourdes pièces de cuir tombent délicatement une à une. La jeune gobeline a le souffle court, s'abandonnant enfin à l'étreinte charnelle qu'elle espérait tant auprès du grand guerrier. Le chef la guide avec assurance tandis qu'elle murmure son nom, submergée par l'intensité de l'instant. Les derniers vêtements glissent sur le sol de pierre, scellant à jamais le lien indestructible forgé entre les deux compagnons. Allongée les yeux rivés sur son partenaire, Mive contemple son aimé, consciente de la portée de cette aube partagée. Goralj lui offre un sourire rassurant, lui signifiant qu'il fera preuve de délicatesse pour sa toute première fois. L'archère plonge son regard dans le sien, prête à s'abandonner corps et âme à ses sentiments. Ils mènent leur étreinte avec tendresse, prouvant l'immense affection qu'il voue à celle qui ne l'a jamais abandonné. La jeune femme s'agrippe à lui avec ferveur, exprimant tout l'amour et la dévotion qui emplissent sa vie. Entièrement dévoué à sa partenaire, le guerrier fait preuve d'une prévenance qui fait oublier son impitoyable férocité. Les pommettes rougies par la timidité, elle lui tend les bras en lui demandant de la serrer fort contre lui. Ils s'enlacent tendrement, scellant leur union au cœur d'une nuit paisible, à l'abri de leurs ennemis. Pourtant, le visage du chef s'assombrit aussitôt. Il sait que dehors, des promesses sanglantes attendent encore d'être honorées. Le soleil matinal baigne bientôt les cimes de sa lumière éclatante, sonnant le réveil des montagnes. Perdu au fin fond des bois, un homme encapuchonné et à bout de souffle fuit en panique, maudissant son sort en se sachant totalement isolé. Avant même d'avoir trouvé une issue, il est fauché par une sentinelle gobeline qui raille la lâcheté de l'intrus. L'assassin s'était enfui à corps perdu en maudissant le capitaine Kim Angul, furieux d'avoir reçu de faux renseignements. Il réalise avec effroi que cette mission était bien loin d'une simple partie de chasse. Sa cavale prend fin brutalement lorsqu'un coup violent lui fracasse le crâne, lui arrachant un hurlement de douleur. Sous la violence du choc, le jeune homme s'affale dans l'herbe en gémissant, assommé par la douleur aiguë de sa blessure. Encore sonné dans la boue, l'homme écarquille les yeux et retient son souffle, pétrifié de terreur devant ce qui l'entoure. Les sentinelles toisent le prisonnier à terre, se rappelant que le grand capitaine Goralz les avait avertis d'un fuyard rescapé de l'attaque nocturne. Pointant son arme à quelques centimètres du visage de l'intrus terrorisé, un garde confirme qu'il s'agit bien de la cible recherchée et ordonne de le ligoter. Gardant une posture menaçante au-dessus du captif maîtrisé, la créature déclare qu'ils vont livrer ce paquet directement au chef pour décider de son sort. Si vous voulez voir la suite de cette histoire épique, laissez la phrase prochaine partie dans les commentaires. Si on atteint 2000 likes et 100 commentaires, je vous sors la deuxième partie le plus vite possible. Je compte sur votre soutien. Commentez, aimez et partagez cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.